Bien, eh bien, merci à toutes et à tous d'être là ce soir. Je vais commencer directement et voilà, je vous raconterai, vous verrez le fil de la soirée, mais l'idée c'est d'avoir une petite présentation et un petit cadrage. C'est plus un teaser, une petite information qu'une formation forcément autour de tous ces contenus, tous les éléments que vous allez voir, mais pour nourrir un peu votre pensée, votre réflexion et peut-être les questions que vous pourrez amener après aux deux intervenants. Donc petite présentation, après deux intervenants, deux entreprises qu'on a invités se présenteront pendant quelques minutes, puis on leur posera quelques questions, et puis après ce sera à vous de jouer et de leur poser toutes les questions qui vous passent par l'esprit par rapport à leur expérience et peut-être par rapport à la vôtre pour mieux comprendre la leur et mieux comprendre ce qu'on aura présenté et discuté ce soir. Alors, en 2021, dans la revue Nature, Madame Adams a fait une recherche pour se rendre compte qu'apparemment on a une série de biais cognitifs en tant qu'humain qui fait que naturellement, si on nous place devant un problème et qu'on nous donne une série de Legos, on aurait plutôt une tendance à ajouter des Legos plutôt qu'à en retirer. Et donc on a un biais cognitif, une série de biais cognitifs qui font que naturellement, nous ne cherchons pas des solutions dans la soustraction, mais plutôt dans l'addition. Ce qui est assez étrange si on dézoome sur l'histoire du monde et du vivant, puisqu'en fait le monde ne fait que se renouveler, détruire pour recréer, pour transformer, pour réadapter en apprenant. Si on regarde ce petit graphique, assez réducteur certes, de la question de la soutenabilité, je ne sais pas si vous connaissez l'entonnoir de la soutenabilité, on a des systèmes naturels qui sont en déclin, on a une population qui augmente et une consommation par habitant qui augmente, et tout ça devrait rentrer en fait dans ce tunnel, dans cet entonnoir, ce qui nous invite en fait à cette notion de il faudrait probablement faire moins. Okay, mais ce n'est pas notre approche classique, même si effectivement les tendances ne sont pas très positives. Notre tendance innée, en fait, c'est plutôt d'aller vers l'innovation. D'ailleurs, ce n'est pas un secret, hein, c'est la chose que l'on finance probablement le plus dans notre pays. On en parle tout le temps, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement présent, avec toutes sortes de formes d'innovation. Et je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, sinon on peut en faire l'objet de la soirée. Et puis on pourrait poser évidemment la question de quel type d'innovation, puisqu'en fait ces questions d'innovation c'est un grand débat. Même les innovations de rupture sont souvent en fait des innovations de maintien, puisque le système actuel, le régime actuel a tendance en fait à ravaler les innovations pour assurer et garantir son maintien. Donc la question d'innovation qui serait transformative est quelque chose d'assez complexe. On parle en fait de la notion d'addition, en fait d'une approche additive de la transition, et c'est généralement l'approche que l'on voit le plus. En plus, les innovations sont le plus souvent technologiques, et donc on a évidemment une fenêtre, un tunnel par rapport à ça aussi. Quand on regarde la technologie, on regarde que dans un sens, et la plupart du temps, évidemment pas tout le monde, mais la plupart du temps, on a du mal à regarder la complexité qui se cache derrière, et toutes les connexions qui sont liées aux innovations technologiques. Je ne sais pas si vous avez connu ce jeu quand vous étiez jeune, c'est un peu cette notion-là aussi. On regarde un problème, on veut chercher une innovation, on règle le problème et on fait réapparaître un problème de l'autre côté. Et la chasse peut continuer comme ça un certain temps, et on a l'air de beaucoup l'aimer en tant qu'humain. En tant que systémicien, on peut regarder les choses aussi dans la complexité, et se dire que peut-être on réagit un peu trop évidemment au choc et au stress, et quelque part aux opportunités, plutôt que de se poser la question plus en profondeur, de quelle est la structure plus complexe de nos enjeux, de nos réalités, pour ensuite commencer à réfléchir à ce que pourrait être une innovation qui serait transformative devant toute cette complexité. Alors, on a mentionné le titre de la soirée dans une histoire de courbe. Alors, quand on parle de transition, voilà, qu'est-ce que c'est transition? Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, on peut aussi en faire une présentation toute la soirée. Le point de départ, évidemment, c'est nos objectifs du développement durable. C'est pas très politiquement correct, mais je les aime qu'à moitié. Pour commencer, il y a déjà une courbe qui pourrait être un petit peu rafistolée, c'est la question de la croissance qui s'invite dans les objectifs du développement durable. Il y a quelque part un peu une injonction paradoxale dont on ne discute peut-être pas assez. De la même manière que la présentation en silo de ces objectifs du développement durable, qui bizarrement est rarement présentée dans cette vision forte du développement durable, où l'économie s'intègre dans l'humain, dans la société, qui elle-même s'intègre dans une biosphère. C'est là que ça fait référence clairement à l'approche du donut. C'est une infographie officielle. Pardon? Oui, c'est une infographie. Ouais, c'est en fait Dixit Dominique Bourg, à qui j'avais une conférence, les gens qui ont conçu ça aux Nations Unies, clairement avaient le livre de Kate Raworth sur leur table. Bizarrement, c'est une infographie officielle des Nations Unies. En fait, elle est très peu utilisée et même très peu connue. La plupart du temps, quand je demande, la plupart des gens ne l'ont jamais vue. Donc c'est assez rare. Et ceci dit, le développement durable reste une approche qui va vers moins mal faire. Donc on essaie de diminuer nos impacts. On n'est pas encore dans une approche régénérative. Le concept n'est pas trop bien compris, mais voilà, on n'est pas encore dans une approche où on essaie même de faire mieux. Je ne vais pas plus de choses. Alors maintenant, je me présente en deux mots.
Je m'appelle Pierre Van Stenberg, j'ai 2 casquettes, Canopy Design et Terralab. En gros, je fais de la systémique, donc ce qui m'intéresse, c'est les questions de soutenabilité et de transition sous l'angle de la complexité, des systèmes complexes. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment le sujet qui m'occupe, que je travaille principalement avec Canopy Design. Et puis Terralab, qui a organisé cette soirée aujourd'hui et qui est soutenu par la région Wallonne. C'est un laboratoire de changement qui interroge nos postures et nos pratiques sur les questions de soutenabilité et de transition là, à l'échelle des territoires. Canopy Design, je travaille plus au niveau des organisations aussi. Et donc on travaille aujourd'hui, enfin cette année, parce que ça fait 3 ans qu'on est financé, on travaille pour l'instant plus la notion de biorégionalisme et la notion d'exnovation qui va nous occuper ce soir. Alors, pour revenir à cette question d'exnovation, on va commencer par la notion d'innovation. Vous connaissez probablement tous cette courbe en S, vous l'avez peut-être vue, si vous ne l'avez pas entendue ou vue, vous la connaissez peut-être sous le doux nom de la courbe de Carl Rogers, qui est la courbe d'adoption ou de diffusion des innovations, qui suit une petite courbe lentille comme ça, avec un stade embryonnaire de croissance et de maturité. Donc l'idée c'est, voilà, quand on met une innovation sur le marché, il faut la faire adopter, et puis elle a une phase de croissance jusqu'à une phase de maturité quand elle a été adoptée. La question qui se pose derrière, c'est et après? Et après, en général, on rentre dans une phase d'optimisation, de maintien à tout le moins, sinon de croissance, logiquement, de cette innovation. Je tire des grandes lignes, c'est un peu réducteur, on est obligé parfois dans des présentations. Alors ici, on pourrait voir cette courbe un petit peu différemment. Donc on peut retrouver en fait la courbe en S ici. Donc on avait parlé de courbes, hein, donc je vais vous montrer quelques courbes sans vous donner trop d'éléments par rapport à ces modèles pour que ça ne devienne pas trop compliqué. Et on ramène cette question de la courbe en fait à un exemple du vivant, où on a en fait une prairie avec une forêt qui naît, un ensemble de possibles à ce moment-là, et les arbres poussent, on ne sait pas encore très bien qu'est-ce qui va se passer en fonction de la température, des vents, quelles graines sont en latence, quelles graines vont se lever, et puis jusqu'à une période de maturité, hein, des innovations on l'a vu, et puis là on a une belle forêt qui est bien stable et qui est bien présente. Qu'est-ce qui se passe après? On peut avoir des incendies, on peut avoir une tempête qui mettrait tous les arbres au sol, et tout ce vivant peut se régénérer, peut se réintégrer. Et on passe dans une phase de réorganisation. Quelque part, tout le carbone libéré et tout ce qui s'est passé au niveau du sol permet en fait des possibles. Et là, on peut tout réinventer. On peut placer ça à l'échelle d'un secteur, par exemple l'automobile, et se dire, voilà, si on regarde de manière générale, au début, il y a toute une série de voitures qui ont été, personnellement, toutes les startups, hein, on essaie de créer des entreprises, on essaie de créer des modèles de mobilité, de voitures. Et puis certaines ont gagné quelque part et sont rentrées dans un modèle où elles ont pu se maintenir, optimiser, être dans une logique de croissance. Là se passe quoi, par exemple, ici voilà, aujourd'hui, pour l'instant, on a des voitures électriques qui arrivent, on a d'autres types de mobilité douce, le vélo électrique, la trottinette, etc. Et on ne sait pas encore exactement ce que ça va avoir comme impact sur le secteur de la mobilité. Ça ne va pas détrôner probablement cela, mais on peut se poser la question de ce qui va se passer. Si on replace ça, c'est évidemment dans une vision réductrice à une échelle globale d'un secteur, mais on peut le placer évidemment, on peut le décomposer, tant dans une organisation que dans un secteur, que dans une chaîne de valeur. Regarder en fait à chacun des niveaux qu'on aurait envie de décomposer, pour voir en fait dans quel type de dynamique, dans quel type de momentum, dans les phases de création, réorganisation, remise à plat, transformation, réorganisation, on se trouve. Donc il y a toute une série de phases et de rôles qui peuvent être mis aussi sur ces courbes, qui permettent d'interroger les rôles aussi dans une organisation. Une autre approche qu'on peut trouver, une autre dimension qu'on trouve généralement après la question de la maturité, et dans une économie libérale qui est quand même notre modèle actuel et de marché, c'est l'approche de Schumpeter, de la destruction créative, et donc ça veut dire que c'est un modèle qui sous-tend l'idée qu'il y a des innovations qui effectivement sont en place, et puis une nouvelle innovation technologique, un nouveau modèle économique, un nouveau business model d'entreprise va arriver sur le marché et va perturber la situation et va en fait remplacer la situation précédente. Ce qui se passe avec ce modèle-là, c'est que c'est souvent en fait un modèle qui amène des changements assez radicaux, assez soudains, incertains. Certaines entreprises vont pouvoir se réorganiser, vont pouvoir se transformer, d'autres pas. Donc on va se retrouver éventuellement avec des banqueroutes, avec des emplois perdus et avec une série de ruines. On en connaît pas mal le long de nos routes en Wallonie, avec des vieux bâtiments industriels ou des vieux bâtiments qui n'ont pas pu s'adapter à temps. Et c'est en fait une question qu'on va se poser aujourd'hui. Alors si on regarde dans les études de la soutenabilité, ça c'est le modèle de la perspective à multiniveau, qui est le modèle privilégié et utilisé le plus dans la recherche sur la soutenabilité, notamment dans les universités. On regarde aussi les questions d'innovation et de niche. Donc on va aussi aller donner ce point d'attention particulier à l'innovation pour soutenir les innovations dans les phases de transformation. Essayer de les faire se développer, prendre de la marge en se questionnant de quand elles vont rentrer en fait dans un secteur d'activité et qu'elles vont réussir à le perturber et à le transformer.
quelque chose qu'on fait depuis longtemps, et je suis pas sûr que ça marche toujours. Alors au début, dans la soutenabilité, on a regardé cette courbe en S, et ils se sont posé la question d'essayer de courber cette courbe, de la transformer, jusqu'à arriver en fait à une nouvelle version de l'approche de la soutenabilité, avec une courbe en X. Et là est apparue en fait cette notion d'exnovation, tout doucement. C'est un mot assez récent, hein, ça fait à peu près 10 ans qu'il est apparu, et que quelques années qu'il se développe dans les centres de recherche, donc c'est pas quelque chose qui est très répandu. En Belgique, il y a un centre, Exnovation Bruxelles, c'est même pas un centre, c'est un consortium d'universités ULB et UCL qui a été financé par Innoviris à Bruxelles pour faire un programme de recherche sur trois thématiques, mais c'était un temps court, et pour le reste, il n'y a pas nécessairement. Ça ne veut pas dire que ce pas des questions qui se posent en latence à droite, à gauche, mais la question d'une exnovation, de la vraie exnovation, je vais y venir, est beaucoup plus discrète. Donc il y a vraiment cette notion en fait dans l'exnovation, d'une courbe de l'ancien, quelque part, de l'ancien monde, et puis d'un nouveau monde. Okay, un ancien qui devrait quelque part disparaître et d'un nouveau qui devrait apparaître. On ne va pas dans trop de détails ici, évidemment. Donc cet ancien régime est dans phase d'optimisation, et la question c'est comment on le déstabilise pour qu'en fait il puisse diminuer, disparaître, mais qu'on garde évidemment quelques éléments. Tout n'est pas acheté, loin de là, mais il faut se poser la question de quoi. Et à l'inverse, en fait, comment on développe le nouveau régime, comment on le fait se développer et on lui permet en fait de prendre du terrain. Ce qui invite aussi toute une question qu'on discute beaucoup toujours chez TerraLab, qui est comment en fait on fait se parler cet ancien et ce nouveau. Il ne s'agit pas simplement de critiquer un ancien qu'on devrait jeter. Il y a des entreprises, il y a de l'expérience, il y a des connaissances, il y a des travailleurs. La question c'est comment on le met en lien, plutôt que simplement dualiser la question d'un nouveau vers lequel il faudrait aller et jeter un ancien. C'est loin d'être aussi simple que ça, évidemment. Si on met à l'échelle d'un secteur comme l'agriculture, on imagine bien une agriculture intensive, exploitante, qui use les sols, qui ne fait pas nécessairement du bien aux agriculteurs, etc., on le sait, et un nouveau modèle qui est circuit court, des entreprises plus locales, etc., une agriculture évidemment agroécologique, bio, on en passera. Et donc si on place ça sur le schéma, ben, on est sur vraiment cette idée de comment en fait on accompagne la déstabilisation d'un secteur vers sa transformation avec la naissance d'une nouvelle approche. Une petite définition de l'exnovation, ce sont les processus de déstabilisation, déclin ou abandon. Okay. Et je vais y revenir de pratiques, en fait, pratiques ou infrastructures qui sont nocives en termes de soutenabilité. Pas trop détaillé là-dessus, il y a un peu de texte, mais ne le lisez pas. L'idée, c'est, vous pourrez le consulter ailleurs, je vous enverrai ça si vous voulez. L'idée, c'est que vraiment l'exnovation, c'est à l'échelle d'un secteur d'activité. Ça implique forcément une stratégie, ça implique une anticipation, ça implique de s'intéresser aux personnes qui vont être impactées négativement par la transformation, donc ça demande de l'anticipation et de la planification, de se questionner comment on va accompagner en fait la transformation, voir quels acteurs, quels emplois, quelles entreprises vont être impactés négativement, et imaginer des mesures de compensation pour organiser cette transformation. Si vous allez sur TerraLab, sur les LinkedIn, vous trouverez, je ne vais pas vous le détailler ici, deux exemples, par exemple ici. Il y en a un qui est de l'exnovation subie et un autre, pas du tout, une exnovation subie et une exnovation planifiée. L'exnovation subie, c'est par exemple le cas en Hollande, on en a peu entendu parler, enfin, sauf pour certains acteurs plus spécifiques. La Hollande, très bizarrement, vu sa superficie, c'est le deuxième plus grand exportateur agricole au monde. C'est un cheptel de millions d'animaux qui est assez incroyable quand on voit les chiffres. Et pour des raisons légales, ils ont été obligés d'exnover, donc de le transformer. Et on parle d'une réduction de 30 à 50% du cheptel. On parle de 30% d'expropriation des fermes, donc ça représente 3000 fermes expropriées, 30% de fermes à transformer, donc il y a une révolution agricole, c'est un choc extrêmement violent, ça remet en question énormément de choses au sein de la société. Et donc ça c'est subi. La version planifiée, c'est pas rose non plus, mais ce serait l'Allemagne et sa sortie du charbon. C'est une décision planifiée de sortir du charbon, donc il y a une décision qui est faite, qui est discutée, négociée, avec les territoires qui vont devoir se transformer dans lesquels il y a des mines, avec les travailleurs qui vont être impactés, avec les syndicats, avec les entreprises, avec des plans de formation, des plans d'accompagnement, des mesures de compensation auprès des entreprises qui vont être impactées, etc. Et donc il y a vraiment cette notion de planification. Le métabier aussi dans le Jura, je ne sais pas si vous connaissez, on va avoir un séminaire avec Olivier Erard qui a... Alors, il est ingénieur des mines et glaciologue, il avait été engagé par le Métabier, station de ski dans le Jura, pour créer de la neige de culture, pour maintenir l'activité du ski. Et en fait, il en est arrivé à réaliser lui-même et à faire réaliser à l'ensemble de la station que la neige à cette latitude-là, c'était peine perdue, et qu'il fallait en fait mettre un terme à l'activité qui est vraiment l'identité du territoire, qui est le ski alpin. Donc une vraie transformation à l'échelle d'un territoire, séminaire le 12 juin, si vous êtes intéressé. La personne qui parle de renoncement, parce que c'est quelque part le renoncement, c'est l'exnovation à une échelle plus individuelle, d'une institution, d'une ville, d'un sujet thématique. Par exemple, Grenoble, qui se pose la question, elle doit rénover sa piscine, elle se dit ça coûte cher,
énergétiquement c'est négatif, qu'est-ce que je fais, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas, elle se pose la question du renoncement. Okay. Alexandre Monin, Diego Landivar surtout, mais aussi Emmanuel Bonnet, ont créé à un moment Origin Media Lab, qui est un programme de formation dans une école de commerce en France pour réfléchir à ça et pour construire des protocoles de réorientation écologique et des protocoles de renoncement. Protocole de renoncement qui interroge beaucoup la notion d'attachement, ce à quoi on tient, pourquoi on tient, ce qui nous tient, et en fonction de ça, questionner comment on se détache de quelque chose auquel on tient et comment on crée un réattachement, éventuellement justement en comprenant mieux cette notion d'attachement. Donc vous avez compris, l'innovation c'est quelque chose de planifié à une échelle plutôt voilà, qui nécessite en fait l'implication d'un État. On est vraiment sur l'ensemble d'un secteur, sur une échelle plus grande. Le renoncement, on est sur une échelle individuelle. Je ne fais plus ceci, je renonce à consommer cela. Ou une entreprise qui renonce à une activité, une pratique, un type d'infrastructure, son modèle économique éventuellement, et qui déciderait de le remettre. Je vais en terminer là. Donc, comment, quelque part, on utilise cette notion d'exnovation pour en faire un élément d'une transition qui soit réellement transformative. Quelques éléments pour en discuter très longtemps. Associer clairement le renoncement et l'exnovation à l'innovation. Donc, rassocier les deux. Donc, quand on parle d'innovation, questionner en parallèle qu'est-ce qu'on exnove. Donc, réinviter cette notion-là. Ce n'est pas des choses qui devraient être faites séparément. Comprendre les mécanismes systémiques à l'œuvre, cette notion de la complexité systémique, bon là je plaide un peu pour ma chapelle parce que c'est mon sujet, mais c'est vraiment une notion intrinsèquement liée et éminemment importante pour ce genre de sujet. Montrer que l'anticipation et la planification en fait, sont bénéficiaires pour tout le monde, que ce soit d'un point de vue écologique évidemment, et d'un point de vue économique et d'un point de vue social, puisque généralement quand il y a effondrement dans cette d'activité d'une entreprise stable, à ce moment-là, il y a généralement ce qu'on appelle un sens social ou je sais quoi. En tout cas, ça permettrait d'éviter ça, ou en tout cas de mesurer et d'organiser cette planification. Sensibiliser et impliquer du coup les territoires, les entreprises et les citoyens, en évitant le sentiment de l'écologie punitive. À Bruxelles, le plan Good Move, si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver sa contrepartie citoyenne avec le site Internet Bad Move, à Bruxelles, qui critique les choses. Donc c'est très difficile, en fait, évidemment, de provoquer ces changements, et donc ça demande énormément de travail et de réfléchir, selon moi, de manière très systémique, et donc d'agir de manière mixte sur cette question-là. Et on voit à quel point, évidemment, c'est pas facile. On est vraiment lié au fait, aux questions de management et de la gouvernance de la transition, donc ça implique évidemment aussi de pouvoir constituer et développer des réseaux. Aujourd'hui, c'est une soirée en partenariat avec la menuiserie, qui est un écosystème d'acteurs et d'entreprises, avec Kaya, qui est un autre écosystème et réseau d'acteurs. On en parlait avec Alexandre aussi, cette notion extrêmement importante, certes de se rassembler entre pairs pour pouvoir discuter du changement, mais surtout de rester connecté et de continuer à parler à l'ancien qui doit se transformer, à pied d'égalité, et pas uniquement, ou pas tout le temps, ou le moins possible dans cette logique de critique, mais de questionnement, parce qu'en fait il faut inviter la transformation ensemble plutôt que de la... Voilà. J'en ai plus ou moins fini. Merci. Donc du coup maintenant l'idée c'est qu'on va repousser un peu le tableau. On va proposer à Jeanne et Alexandre de se présenter, leur entreprise, leur réalité, leur expérience autour de ce sujet du renoncement. À l'échelle d'une entreprise, c'est pas vraiment de l'exnovation. Vous êtes tous les deux, si c'est OK pour vous. Hein. Ouais. Voilà. Jeanne, tu veux commencer? Oui, ok. Moi j'ai pris un petit brouillon pour être sûr de ne pas louper certains éléments très significatifs. Et donc moi c'est Jeanne, je dirige avec mon mari une société, deux sociétés, mais c'est deux sociétés sœurs, TCO Service et la Cuisine des Champs. Alors notre travail c'est de préparer tous les jours des repas en collectivité pour des écoles et pour des crèches en alimentation durable. Et donc, pour vous donner un ordre de grandeur, donc on fait à peu près 22 000, 23 000 repas tous les jours sur 14 cuisines différentes. Les cuisines sont situées à Bruxelles, dans le Brabant-Wallon, une à Namur et en septembre, on arrive à Liège, dans le hub logistique, enfin pour ceux qui connaissent le projet, le hub à Liège. Et donc, en fait,
notre modèle actuel, c'est de créer des activités de cuisine, donc de transformation, de fabrication de repas, ancrés dans les territoires, pour des clients des territoires et avec des approvisionnements du territoire. Et donc, c'est de dupliquer un modèle qui fonctionne. Et voilà. Après, on n'est pas arrivé à ce modèle-là tout d'un coup en disant on va prendre un modèle, on fait notre plan financier, on fait ça. En fait, notre société, je ne vais pas raconter ma vie, mais en gros, je vais quand même faire une petite ligne du temps, une petite historique. Et donc, avec mon mari, on a créé la société en 92. Et donc, au début, mon mari est cuisinier, un bon métier. Et donc, on a été, pendant 10 ans, on a fait la cuisine de traiteur événementielle, donc on a toujours eu l'habitude de travailler des bons produits. Pour diverses raisons, après 10 ans, on s'est orienté plutôt vers la collectivité. Donc en 2002, on a commencé à cuisiner des repas pour notre première école, à Outigny, parce qu'on vient d'Outigny. Et donc là, on s'est dit, ouf, la collectivité... mais non, la malbouffe, ça ne doit pas être une fatalité, il y a moyen de faire quelque chose. Et donc, notre réflexion a été d'abord, on va bien cuisiner. On va cuisiner avec cœur, on va faire quelque chose de bon. Et puis, évidemment, en début 2000, on ne parlait pas d'alimentation durable. Donc, progressivement, on s'est intéressé à des produits plus bio. Et puis, on s'est dit, mais pourquoi du bio? D'où il vient le bio? Et puis, on a commencé à... Enfin, les termes d'alimentation durable ont commencé à arriver. Et donc, on s'est intéressé progressivement. Et en fait, notre concept a bien marché. Et du coup, le fait d'avoir transformé progressivement nos pratiques, on fait que la société s'est développée, mais parce qu'on a eu des demandes. Pas parce qu'on voulait se développer à tout prix, mais parce qu'on s'est rendu compte que ça correspondait aussi à la demande d'école, à la demande des parents, à la demande des pouvoirs publics. Et donc, voilà, on trouvait qu'on répondait à une demande. Et donc cette vision s'est construite vraiment au fil des années, progressivement, en construisant une équipe autour de nous, parce qu'on est parti à 2, et maintenant on est 130 dans la société. Donc voilà, on a développé le concept ensemble, même si quelque part c'est moi qui portais plus la vision. Il faut souvent une personne clé dans une entreprise pour porter la vision. Et donc actuellement, notre société, on est basé sur le principe sur 3 piliers importants. Le pilier santé, donc repas sain, équilibré. On fournit aux écoles ou aux enfants la possibilité de bien manger à midi à l'école. Ça, c'est un peu notre mission. Le deuxième pilier, c'est l'environnement. Donc, on produit des repas qui tente de moins impacter l'environnement, donc avec des produits bio, moins de viande, produits de saison. Maintenant, on a 75% de nos produits qui sont issus de circuits courts, 60% de bio, etc. Et le troisième pilier, c'est le pilier social. C'était le pilier par lequel on a terminé, parce que c'était le plus compliqué pour nous. Et donc, c'est tout ce qui concerne la sensibilisation, parce que quand on dit à un enfant, on va vous offrir un repas sain, avec beaucoup de légumes et beaucoup de fruits, c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. Il faut renoncer aux frites. Premier renoncement, les frites mayonnaise. Mais on n'est pas obligé de renoncer tout le temps. Hein. Voilà. On peut en garder un peu. Mais voilà. Et donc, le social, c'est sensibiliser, informer, former notre personnel, sensibiliser notre personnel, les cuisiniers, leur apprendre à faire des repas sans viande, sensibiliser nos clients. Donc, en fait, les clients qui ont fait des marchés publics, qui ne savent pas très bien ce qu'il y a dans le marché public, et donc former nos clients. En fait, on a même formé nos clients. Et donc, ça paraît un peu bizarre, mais donc ça devient un partenariat. Et donc, tout le côté social, c'est aussi faire des partenariats. Alors, je parle des clients internes, mais le social, c'est aussi acheter proche de chez nous, retisser les liens avec les producteurs, retisser des liens avec la nourriture, se rendre compte qu'il y a des saisons, qu'une carotte ça pousse comme ça, que tel ingrédient vient de tel endroit, qu'il y a des gens qui ont cultivé. Donc en cuisine, il faut transformer ce produit avec amour, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est cassé le dos pour le cultiver. Enfin, tous ces liens,
c'est très important de les retisser et ça prend beaucoup de temps. Donc voilà un petit peu tout notre projet. On n'est pas encore parfait, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais en tout cas ce sont nos axes de travail. On a travaillé aussi sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, parce qu'on sait qu'en collectivité, on gaspille 30% d'aliments, donc on fait partie des gaspilleurs. Donc, ces 30%, c'est pas sur toute la chaîne alimentaire, c'est pas que dans les collectivités, tu entends oui, sur toute la chaîne, mais chacun gaspille soi-même 30%, l'agriculteur 30%, enfin, et donc, les chiffres c'est 30%, donc on a beaucoup travaillé, on n'est pas encore parfait, mais on est encore là. Ouais. Et donc, notre défi actuel, en fait, c'est un peu, c'est marrant, c'est l'inverse de, mais tu l'expliqueras peut-être après, je ne sais pas. Mais nous, c'est la transmission des valeurs qui sont portées, pas encore par tout le monde dans l'entreprise, donc qui sont portées principalement par moi et par une des collaboratrices, qui a aussi ça dans son ADN. Et donc, comment on va transmettre ces valeurs-là? Donc, c'est toute la question qui se pose quand je ne serai plus là, quand mon mari ne sera plus, lui ne sera plus là, dans un an, il n'est plus là. Moi, dans 2 ans, voilà, je vais commencer à ralentir. Donc, comment intégrer ces valeurs dans l'ensemble de la société? Comment percoler dans l'ensemble du personnel, 130 personnes, composées de livreurs, de cuisiniers, de dames de service, enfin, des gens qui ne viennent pas nécessairement d'un milieu où réfléchir à son alimentation, etc. Comment emmener tout le monde? Donc, c'est là où le concept de l'entreprise à mission nous a tout de suite assez interpellés en disant c'est peut-être ça qu'on doit faire parce que c'est peut-être le lien pour intégrer dans nos fondamentaux les missions qu'on s'est mises. Voilà. Alors, j'ai réfléchi un peu à quoi on a dû renoncer pour arriver dans cette transition pour arriver là. À quoi? Eh bien, on a renoncé à la d'abord aux frites. Tu as accompagné les autres à renoncer. Et ça, on a accompagné, mais chez certains, c'est difficile. Hein. Il y a des résistances au changement. Donc, on a dû renoncer à notre habitude alimentaire, à renoncer aux traditions alimentaires, voir d'abord la viande et puis les légumes et les féculents comme décor. Donc, on a dû renoncer à sa vision traditionnelle de l'alimentation et renoncer surtout à ce qui est facile. Parce qu'en fait, l'alimentation, c'est vraiment un système. Hein. Enfin, c'est très, très complexe. Si on veut vraiment par quoi commencer, donc il y a énormément de curseurs différents. Et donc, on doit renoncer à quelque chose de facile. Et ça, c'est difficile à faire comprendre à l'ensemble, déjà, dans la société, que on va se mettre des difficultés dans la vie, elle n'est pas déjà si difficile, il faut encore se mettre des difficultés, mais en fait, c'est une complexité qui est très riche, en fait. On complexifie nos achats, parce que dans les... Je vais m'arrêter. Hein. Mais dans les achats, c'est très simple, la plupart des collectivités, on a une plateforme dans laquelle on peut acheter aussi bien le papier toilette que la brochette de bœuf pour barbecue, enfin, on peut tout acheter, des viandes, légumes, tout. Et donc, nous, on est passé à des achats où on va chercher la viande de bœuf là, la viande de porc là, le légume là, le légume découpé à un autre endroit, on crée des filières. Et donc, c'est très complexe pour les gens du terrain, c'est compliqué. On livre plutôt aux camionnettes, nous on livre à Gélo. Hein, enfin voilà, et donc c'est tellement mieux. Mais tu as c'est tellement plus gai. Voilà, oui, et ça donne un sens. Et on est en train, en tout cas, de travailler chez nous sur notre raison d'être avec les membres du personnel, avec les gens du CA, avec des gens extérieurs. Et on voit qu'il y a tout un système qui est très riche. Donc, voilà, on renonce peut-être à une croissance qui est peut-être plus sexy dans les sociétés en disant on a fait de croissance, mais voilà. Vos marqueurs aussi, ça renonce à la croissance. Vos marqueurs aussi de renoncement, de dire... Voilà, en fait, on se dit qu'on répond à la demande, mais on ne veut pas absolument
développer pour développer. Non, s'il y a des demandes sur tel territoire qui ne sont pas rencontrées, on va sur le territoire. Donc on est à Liège au mois de septembre. Voilà. Très bien, merci pour cette introduction. Alexandre. D'abord, merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être ici. Je ne connaissais pas. J'ai appris un terme ex-innovation qui m'était inconnu au bataillon. Et je trouve ça hyper pertinent. Enfin, cette vue du coup au plus macro et industriel. Là, que ça me parlait beaucoup. Merci pour ça. Donc moi, je vais essayer d'être bref et j'ai envie qu'on échange et qu'on soit là pour se poser des questions et voilà, qu'on partage un peu nos points de frustration, qu'est-ce qu'on peut faire mieux ensemble, parce que c'est de manière systémique, je pense, qu'on va avancer et qu'on doit faire bouger des lignes. Mais moi, je vais essayer de humblement vous partager un peu ce qu'on fait à la Maison d'Andois, qui est une histoire qui a presque 200 ans là maintenant, qui a commencé en 1829 à Bruxelles par mon arrière-grand-père, Jean-Baptiste d'Andois. Donc moi, je suis la 7e génération, on co-dirige avec mon frère Antoine depuis 3 ans. J'ai rejoint cette aventure familiale il y a 12 ans. Et la question que tu as pointée sur la transmission, c'est clair que c'est essentiel. Et je suis en train de plus en plus aller creuser cette question de qu'est-ce qui s'est transmis, qu'est-ce que j'ai pu percevoir. Et je suis en train de dire aux philosophes là-dessus. On reviendra sur le sujet après, mais je trouve que c'est fondamental. Et ça rebondit avec ce qu'on a entendu avec Georges cette semaine sur, en tant qu'humain aussi, on nous transmet dans le cocon familial dans lequel on berce dès le départ, et qu'il y a des choses qui viennent s'ancrer là, et qui résonnent et qui nous accompagnent toute notre vie. Et donc moi, j'ai commencé à m'intéresser à cette entreprise familiale quand lors de mon mémoire de fin d'études, j'ai fait d'ingénieur de gestion, parce que je ne savais pas trop quoi faire à ce moment-là. À 18 ans, je trouve que c'est compliqué de s'aventurer Et c'était quelque chose un peu très généraliste. Je suis quelqu'un qui s'intéresse à plein de choses, mais moi j'ai fait une business school qui était et je suis rentré dans un espèce de mantra et de moule, alors que j'étais dans une école super progressiste et freinée à De Crolly, et je suis ressorti en me disant mon mémoire sur la stratégie de développement d'Andois, et j'avais été voir plein de business models différents, et à chaque fois on en fait plus, et alors du coup pour aller encore plus vite, on fait des franchises, et comme ça on inonde le monde. J'avais dit Blue Ocean Strategy, donc j'étais dans ce truc-là, et un jour je dis que je sais que je viendrai, et puis en rentrant dans cette maison et en la vivant tous les jours au plus proche, j'ai découvert toute une beauté, des choses qui étaient fondamentales, parce qu'il faut imaginer, pour ceux qui l'ont vu, Georges l'a vu, je ne sais pas si moi aussi, mais on travaille toujours de la même manière qu'à l'époque. Moi, les batteurs qu'on utilise à l'intérieur de l'atelier sont toujours les mêmes batteurs que quand j'étais enfant, pour la plupart. Les choses qu'on a essayé de moderniser, elles sont parquées sur les côtés. Tu les as vues. Je pense à la machine. Donc, pour ceux qui connaissent un peu le spéculoos, c'est vrai que j'ai pris l'hypothèse que tout le monde connaissait Maison d'Andois, mais on est connu pour notre spéculoos à la base, et puis on fait plein d'autres bonnes choses aussi, mais le spéculoos, c'est vraiment le produit phare. Et le spéculoos, il se travaille sur la taille un peu plus de 20 cm, toujours avec des moules en bois. Donc on vient presser dans le moule en bois, c'est un travail, chaque pièce est faite à la main, ça demande de l'effort, de l'énergie, puis on vient taper, démouler. Et nous, très naïvement, on a décidé d'enlever cette pénibilité en disant, avec notre œil qui ne vivait pas le truc, en disant, mais tiens, on va vous aider à faire ça. Et donc on a développé une machine pour aider à taper le spéculoos. Cette machine est toujours là sur le côté. Et on s'est attaqué à quelque chose qui était d'intangible, quelque chose de, je pense, beaucoup plus profond et beaucoup plus haut. C'était leur savoir-faire. C'était quelque chose. Et même moi, en fait, je voyais cette machine qui venait de faire un truc là qu'on fait depuis 200 ans, mais qui probablement date d'encore bien avant nous, qui symboliquement, ça me fait pourquoi. Et moi, cette question du pourquoi, elle me taraude maintenant. Donc moi, quand je suis rentré chez Andois, il fallait d'abord un peu la mettre dans le XXIe siècle, dans le positionnement, dans la manière dont il y avait quand même une clientèle vieillissante qui était là, elle parlait un peu moins à la génération
génération qui suit l'après. Il y a eu quelque chose d'institutionnel, mais pour à la Saint-Nicolas. Donc il fallait un peu la remettre dans le XXIe siècle. Donc ça, c'était un peu ma mission du départ. Donc sur le positionnement, mais j'étais très fort du coup sur la communication de marketing, alors que les générations d'avant disaient mais on s'en fout de la communication du marketing, nous ce qui est le plus important c'est le produit. Et donc c'était dans un coin de ma tête ça, mais j'étais quand même rajouté une couche supplémentaire. Puis après il y a eu toutes ces marches climatiques, etc. Le Covid c'était un élément vraiment déclencheur personnellement, où on a eu une crise familiale, question de transmission, on s'est mis sous la table, on dit qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue ou pas, et là nos parents nous ont mis dans une position, on a dû vraiment sortir de la grotte en disant, tiens, nous on veut vendre, c'était très violent, est-ce que vous voulez vous prenez la main ou pas. Et donc là, c'était un travail d'introspection profonde, et par rapport à ce que tu as dit là aussi, moi je arrivais à d'abord essayer de comprendre ce que moi j'ai envie de faire personnellement, de ma compréhension du monde, et est-ce que je pouvais l'appliquer ou pas dans l'entreprise. De là a découlé une mission très forte, une raison d'être. Donc on a commencé, enfin recommencé à ce moment-là là-dessus, et on crée avec des grands principes. Et c'est là qu'on est venu avec des mots d'écosystémique d'une entreprise qui veut être écosystémique avec une vision. Alors pas encore à ce moment-là régénératif, parce que ça c'est un mot que j'ai appris au cours de ce trajet-là. Et donc on a réaxé donc récemment, sur ces dernières années, le projet, mais qui fondamentalement, en fait, j'ai l'impression qu'on revient aux racines. C'est pas comme si on s'était réellement perdu non plus pendant toutes ces années, parce que d'Andois, on est exclusivement, presque, j'ai envie de dire, à Bruxelles, on fait 90% du chiffre d'affaires à cette échelle territoriale. C'est juste que ces dernières 20, je sais pas, ou les dernières décennies, il y avait cette envie de sortir plus loin. Il y a eu des partenariats qui se sont faits au Japon parce que c'était là que tous les Belges allaient, et qu'il y avait le succès, c'est d'être au Japon. Pourquoi? On ne se posait pas cette question là, tout le monde, Marcolini, ou ta mère, et puis Hermé, tous ils sont là-bas, et puis la Chine, c'est l'Eldorado, il faut aller par là-bas. Nous on envoyait nos pauvres biscuits par avion là-bas. Moi j'ai été là-bas, et la première fois que j'ai vu ce projet, j'avais envie de pleurer. Quand vraiment je suis arrivé, il y avait un truc qui se dissonnait réellement, et c'est des Japonais qui faisaient des cours belges en doigts dans une gare toute grosse gare là-bas. Et là je me suis dit, bon, c'est un truc qui va vraiment pas. Du coup, là j'ai commencé à sentir tous ces trucs de singularité, toute cette beauté où finalement tu vas au Japon pour aller voir tout sauf d'Andois. On s'en fout d'Andois là-bas, et je trouvais ça terriblement pauvre de vouloir continuer à faire ça. Et donc, mon père m'avait dit, ok, tu peux arrêter tout ce que tu veux, mais d'abord tu dois créer, on doit remplacer. Donc on a abandonné, mais donc, du coup en se développant territorialement. Et à partir de notre atelier qui a en région bruxelloise, on a ouvert des petites cellules de boutiques dans les quartiers locaux à Bruxelles. Pour l'instant, on arrive à faire fonctionner ce modèle avec ses propres magasins. C'est quand même assez ambitieux, parce que tu te vends quand même que tes propres produits dedans, et donc il n'y a pas énormément de clients, etc. Donc on arrive dans un moment où les questionnements qu'on a, c'est que c'était un produit qui se voulait être populaire pour tout le monde. Des biscuits, ça reste quand même quelque chose à la base pour se faire plaisir. Et on arrive pour pouvoir soutenir tout le projet, parce qu'on verra après vos autres questions, mais à des prix qui deviennent de plus en plus importants, qui deviennent de moins en moins accessibles pour tout le monde. Et ça, c'est tout le paradoxe dans lequel je suis actuellement, et que j'essaye de résoudre. C'est qu'en essayant de faire les choses mieux, bien, en prenant soin et de l'environnement, et des personnes, et de notre communauté, et des machins, on vient rempiler des couches de coûts supplémentaires. Et donc oui, on peut continuer pendant des heures, je te laisse parler. Mais pour atterrir sur quelque chose, oui, donc
on se lance dans toutes ces dynamiques, la stratégie, c'est comme chez vous, on se met plein de belles, nobles missions, et en même temps, on doit faire vivre ce D2D, et vivre avec ces paradoxes dont je vous partage actuellement, de ce qui me fait que moi, je me reconnecte là-dedans avec des gens comme Kaya, avec des gens comme ça, avec des autres trucs, parce qu'on pense fondamentalement qu'il y a des choses, des curseurs, des indicateurs macro qu'il faut aller changer. Moi, c'est ma grosse conclusion de ces dernières années, et c'est tant qu'on ne change pas la manière dont on valorise notre société, de manière comptable, et ça on partage avec Benoît aussi, c'est de là que tout vient. De dire aujourd'hui, on débat j'imagine que vous êtes tous des entrepreneurs ici, donc le résultat net aujourd'hui, c'est ça qui va dire que vaut ou pas votre entreprise. C'est toutes des bonnes actions avec certaines positives, négatives, pas rien. En schématisant. Et donc c'est ça qu'il faut aller changer collectivement, je pense, de manière systémique. Ouais, eh ben merci. Alors c'est marrant parce que là tu viens de citer plusieurs éléments que je n'ai pas cités par rapport aux études sur la sobriété, parce qu'effectivement ça fait partie évidemment de ces conclusions, de ces métriques qui ne correspondent pas, mais aussi même des réseaux, de l'écosystème d'acteurs directs qui vous conseillent, qui parfois n'est pas capable d'accompagner, ou les normes comptables qui sont aussi enfermantes et limitantes pour pouvoir innover au fil du temps. Donc ce sont aussi des indicateurs qui sont, de conclusions qui sont prises là-dedans, donc c'est assez intéressant. Juste pour la petite histoire, j'avais contacté notamment Alexandre pour cette histoire du renoncement aux exportations, parce que c'était quand même pas négligeable selon moi. Alors lui, quand je lui ai dit, il m'a dit oui, je sais, mais cette histoire est un peu ridicule, etc. Et je disais, mais en même temps, c'est pas parce que c'est anecdotique, enfin c'est relativement anecdotique dans votre chiffre d'affaires, mais en fin de compte, en termes de message, et l'Écho en avait fait un article, et pour un autre acteur aussi, c'est pas négligeable d'avoir une entreprise qui se positionne quand même et qui dit, je renonce à exporter là-bas. Même si c'est anecdotique et qu'il y a d'autres raisons qui se mettent dedans, je trouve que c'est intéressant peut-être que tu reviennes cette question-là, parce que c'est quand même un positionnement qui n'est pas négligeable vis-à-vis des autres acteurs. Et quand on en a parlé, tu me disais, mais oui, je suis dans des réseaux, des sites et autres d'entreprises conventionnelles. Quand tu leur parles de ça, ben voilà, c'est quand même, tu rends compte que c'est pas si négligeable que ça. Complètement. Ça, c'était un truc que je voulais voir avec toi. Et peut-être, je lance deux questions, comme ça j'amorce, et puis après, Benoît va tous vous inviter à prendre votre position. Et peut-être, Jeanne, toi, tu as beaucoup parlé de renoncement, beaucoup aussi auprès des acteurs qui vous entourent. Et donc, cette notion d'écosystème, je sais que tu peux réagir aussi avec ça, mais c'est quelque part sur l'impact toi, que tu as sur l'écosystème, sur ta chaîne de valeur, il est énorme. Et donc, le renoncement, en fait, est-ce qu'il est plus en interne ou, enfin, voilà, comment tu fais le niveau de renoncement ou de changement de pratique vraiment en interne ou en externe? Et comment tu fais la connexion, peut-être aussi sur les facteurs de résistance que tu rencontres? Voilà, je trouve ça deux peut-être sujets à explorer un petit peu. Je vais commencer toi, moi. Vas-y. Voilà, pour le Japon, on a réussi à le déconnecter, et en parallèle on avait agrandi, on avait le réseau sur Bruxelles de boutiques, ce qui du coup peut paraître qu'on a l'impression qu'on est plus grand que ce qu'on est, mais on reste. Alors nous, c'est vrai que je ne vous ai pas dit en termes de chiffres, on est une centaine quand même de personnes, à l'atelier une trentaine, et dans les boutiques ça fait aussi 30-60 plus les bureaux, donc ça fait quand même en termes de personnes pas mal de monde. Donc du coup, on reste à un acteur de taille moyenne. On fait 12 millions de chiffres d'affaires, pas important, mais ça se situe dans la et donc du coup, j'arrive à déconnecter ça, et Maxime Paquet, qui était venu faire une interview pour autre chose, c'était pour parler de K3Works, du modèle. Moi aussi, j'ai rencontré tous ces gens trop tard. Maintenant, je ne suis plus que ça. Une fois qu'on a compris intellectuellement un petit peu tout ça, c'est difficile de faire fi, de comprendre qu'il y a ces limites-là et des limites en dessous. Je trouve que le challenge intellectuel est tellement plus intéressant aujourd'hui de savoir comment on réinvente et d'être dans ce fameux donut et dans ces cours que tu as dit. Et donc, mais c'est clair qu'on s'est fait taquiner. Alors, je peux vous raconter une anecdote que j'ai vécue il n'y a pas encore si longtemps avec je sais plus, je rebondis à une invitation du CEO de Léonidas qui était élu le manager de l'année et qui faisait sa promo. Je ne sais pas comment ça se met, il arrive chez moi et puis on répond, le gars, mais on ne se connaît pas, c'est l'occasion de se rencontrer. Il arrive avec une voiture pas importante là. Il venait de lire l'article dans l'Écho et il a beaucoup d'humour, il faut lui laisser. Et il arrive, est-ce que je suis bien venu ici? Parce qu'il faut savoir que déjà j'ai une maison en Afrique du Sud et donc je vais tout le temps là-bas. Et puis de toute façon, ce que tu as raconté, là, c'est du pipeau, c'est du marketing, un truc du renoncement à cet endroit-là. Je dis non, mais si ça t'intéresse, moi je suis prêt à ce que tu rentres chez nous et qu'on continue le pourquoi on a cette démarche-là.
Et donc du coup, c'est clair qu'il y a eu toute une partie des personnes qui pensent que symboliquement dire, en fait, on questionne le pourquoi, tu vois, d'être là-bas, de la présence. Et il y a des gens qui se sont dit, ah, enfin, ça fait du bien. Et toute une autre partie qui disent sincèrement, c'est du pipeau, c'est débile. Et pourquoi? Enfin, parce que c'est là-bas qu'il faut aller, enfin, c'est du business, etc. Donc là, c'était une question en tout cas. Et ça, le journaliste, il avait très bien compris. Il était venu chercher le sujet sur lequel il pouvait les faire parler sur la machine à café. Et ça, elle mérite d'avoir réussi ça. Donc, pour revenir sur la logique territoriale, nous, j'ai découvert du coup dans les principes régénératifs. Tout le monde connaît du coup un peu les principes des entreprises régénératives ou pas? Parce que de l'économie régénérative, il y a des gens, et je pense qu'il y a plusieurs canevas, mais j'en ai découvert un qui est chez Lumia et qui est fait avec Butterfly Access Climate, de 11 principes. Et là-dedans, ce qui nous paraît évident, il commence à les cartographier. Et donc là-dedans, c'est travailler, comme tu le mentionnais, travailler avec son territoire. Donc là, du coup, c'est encore plus fort. Il dit, mais non, on va travailler au niveau de là, le maximum. Et là, il va falloir définir c'est quoi les... Enfin, pour moi, les questions que je me pose aujourd'hui, c'est quoi notre réseau pertinent, c'est quoi... Et là, on arrive avec les limites très... Notre idée, et puis aujourd'hui, ce qui est faisable et pas faisable. Notre atelier peut aller livrer jusqu'à quoi? C'est quoi le rayon? Où est-ce qu'on va se fournir? Maximum, quel rayon? C'est dans les questions dans lesquelles on est en train de se poser là maintenant. Et comme chez toi aussi, les questions là sont encore tout ce matin sur le circuit court, bio-régénératif, dans quelle filière? Parce que voilà, il y a des trucs qui sont déjà super loin et des autres nulle part. Il y a aussi du renoncement sur la filière. C'est des arbitrages perpétuels. Ah oui, et qui sont en évolution. Tout le temps. Nous, effectivement, dans la filière, dans la chaîne de valeur, enfin, on a nos consommateurs, envers qui on a une certaine mission de fournir une alimentation saine qui va améliorer la santé des enfants, parce que c'est bien un endroit où ils sont relativement égaux, c'est au niveau du repas scolaire, et notamment maintenant, puisqu'il y a des subsides, des repas gratuits pour les écoles défavorisées. Donc, il y a une mission aussi de l'accessibilité de l'alimentation saine à tous, à un prix abordable, ou gratuitement pour les écoles où c'est subventionné. Et l'alimentation saine, ça veut dire aussi une autre vision, donc on amène une autre vision de l'assiette. Et puis, de l'autre côté, on a les producteurs. Et donc, avec nos 22 000 repas, on donne un signal fort auprès des producteurs qu'il y a une demande d'aliments sains, bio, circuit court. Et donc, il y a un message à donner à l'agriculture aussi, peut-être une issue à l'agriculture actuelle qui est vraiment l'agriculture conventionnelle, qui est dans le mur et qui continue à se buter, mais qui est déjà dans le mur depuis quelques années et continue. Et ils disent, enfin moi mon papa est agriculteur, donc je connais un petit peu ce milieu-là, et donc ils disent, non, nous on doit faire ça comme rotation, on doit mettre ça. Ils n'imaginent pas qu'une autre façon de faire est possible, et donc ça, je nous on a aussi... Il y en a qui sont de plus en plus conscients que leur terre est morte et qui se posent des questions. Ça reste très lent comme démarche, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont peu surplus, ils ont peu l'info, et ils ne reçoivent pas derrière une information des consommateurs qui vont pouvoir vivre de leur production. Et donc, on a une mission aussi, il me semble, en tant que collectivité. On utilise à peu près, j'avais calculé, 800 tonnes, on achète plus ou moins 800 tonnes, 1000 tonnes de produits bio chaque année. Et bien avec des volumes comme ça, on donne un signal fort au monde agricole, au maraîchage, mais aussi aux politiques, que ce mode de fonctionnement est possible, que c'est un modèle économique qui se tient, et
c'est un signal à donner à... Voilà, voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais je me suis un peu égarée. Mais en tout cas, on agit aussi bien en aval qu'en amont. Bien, bien. Mais merci à vous deux. C'est toujours passionnant. Et tous ces défis de transformation des pratiques, c'est vraiment essentiel. Et donc, on va essayer de passer un petit peu un échange le plus ouvert possible entre vous, vos expériences, vos attentes, vos questions, vos envies, et l'expérience de la Maison d'Andois et de TCO, avec Jeanne et Alexandre. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un échange le plus ouvert possible. Au départ, on voulait en faire suivant la méthode du bocal. Bon, c'est que c'était pas mal, on est à peu près sous un bocal, mais un peu plus large. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est peut-être les réactions que vous avez, partant du principe que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous voulez initier aussi une transformation dans vos entreprises, dans vos organisations, hein, que vous voulez soit poursuivre des projets, soit en lancer, hein, mais quelque part vous êtes dans cette dynamique et vous voulez un peu vous inspirer des expériences d'Exnovation et d'Andois et de TCO. Ça, c'est le postulat. Est-ce qu'on est d'accord qu'on est dans cette hypothèse-là? Et donc, ce que je vous propose, c'est que vous ayez une question, une expérience à partager, une réaction par rapport à ce qui a déjà été discuté jusque maintenant, qui a envie de se lancer pour casser la glace. Georges, c'est pas... Il y aura une question quand même, mais remarque, vous m'avez fait directement penser à quelqu'un qu'on connaît, Frédéric Rouvet, le fondateur et ancien patron d'Exki, qui avait parlé à la fin de son exposé dans un groupe où on était d'entreprise à mission, donc ça a l'air d'être ça. Vous êtes tous les deux dans l'alimentation, ce qui n'est peut-être pas le cas de chacun d'entre nous. Vous êtes au cœur de la machine, le circuit court, enfin, tout est là. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même des liens qui s'opèrent par rapport à résilience ou robustesse qui apportent les logiciels qu'on a en tête. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose, mais si on part du principe que ça s'effondre, puisque les overshoots sont de plus en plus énormes, comme disait feu Jacques Raet, vous serez les premiers bénéficiaires de cette résistance. Quand le Covid est arrivé, on est tous redevenus copains avec le maraîcher qu'on a laissé tomber ensuite. Ça va revenir. Ça vous fait une belle jambe, mais ça va revenir. Et j'ai l'impression que le réflexe premier va se diriger vers vous et la justesse de ce que vous faites. Et donc il y a lieu non seulement de documenter ce que vous faites et de réseauter. Donc quand je parlais d'Exki, ils sont dans la chaîne de valeur que tu es. À la fin, ils cumulent leurs volumes qui permettent à des agriculteurs de basculer, tout comme toi avec Maison d'Andois, tout comme Copain, je crois, et d'autres. C'est ce sentiment peut-être d'isolement. Vous êtes de taille moyenne, vous n'êtes pas petit non plus. Et l'effort que vous faites en tant que dirigeant, c'est un effort de conscience, de citoyen. Tu l'as exprimé, et je crois aussi que Jacques tenait beaucoup à ça. C'est dans une société, souvent, il y a un porteur de projet qui est animé de quelque chose. Et quand le porteur s'en va, la société, elle délite. Vous êtes animé par quelque chose. Et je pense que c'est lié, enfin j'ai l'audace de penser que c'est lié aux dissonances qui sont autour de nous. Et à un moment donné, ça va basculer, parce que c'est plus possible. Les polarisations en cours sont tellement fortes que vos modèles, à un moment donné, vont faire aimant. Alors, ça vous fait une belle jambe pour l'instant, mais voilà. Je pense que communiquer, faire savoir vous existez, et sans vous mettre en valeur de la manière qui est la vôtre, hein, vous n'êtes pas des arrogants, ça va forcément percoler. Est-ce que c'est inspirant? Oui. Alors comment est-ce que ça répond à la thématique de quelqu'un qui fait du béton? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une notion limite qui est posée, de territorialité. Oui, ça peut concerner tout le monde. Mais il n'y a pas de question. C'est juste non, mais c'est vrai qu'on est dans l'alimentation, donc ça a beaucoup de sens et on fait directement le lien à l'alimentation. Mais voilà, si on est dans le bois, si on est dans la construction, si on est dans la mobilité, il y a aussi beaucoup de choses, enfin voilà, beaucoup de missions à mener aussi dans ces thématiques-là. C'est vrai que l'alimentation, on voit tout de suite parce qu'on mange tous, donc on se sent tous concernés par cette thématique. Mais t'as raison, voilà. Il y a un tel limite sur ce qu'on mange tous. Les gens, moi je ne comprends pas ce qu'ils sont faits de ce qu'ils mangent. Enfin, déjà, qui sait qu'on est fait des atomes, des étoiles. Après, j'ai libéré la parole promis, mais dans des entrepreneurs qui ne sont absolument pas dans le kayak, j'en connais un paquet. De plus en plus, des menuisiers, des gens comme ça, des maçons. J'en ai un avec qui j'ai discuté ce matin, avec un ami proche. Ces chantiers, lui, c'est sur 20 km. Donc ces gens-là n'ont pas de problème de travail. Donc tous ces gens à qui on a dit faites avocat, faites ingénieur, faites machin, surtout pas menuisier ni machin, donc c'est-à-dire issus de la société,
Maintenant, ils commencent à se faire rares et ils se font exigeants. Donc, de plus en plus, ce qu'ils veulent, c'est leur qualité de temps, qualité de travail. Il n'est pas question de leur dire comme ça, parce que eux, c'est un 7 ou 8 mois où on va faire pour être poli. Donc, ces gens-là, tout comme vous, ils construisent ça. Et de plus en plus, je pense que c'est ceux qui vont se faire remplacer demain par l'IA, c'est-à-dire par vous, par le menuisier, qui vont avoir un problème et qui peut-être vont se tourner vers vos modèles. Donc, vous êtes des phares, hein, clairement. Toujours pas de question. Je peux juste rebondir un truc sur ça. Parce que tu mets le doigt sur ce qui est essentiel pour moi, c'est ce que tu avais dit aussi, c'est le assez. Quand est-ce que c'est assez? Enfin, tu vois, nos modèles, il faut les amener à une certaine taille, c'est quoi, mais il ne faut pas basculer dans l'autre. Parce que moi, je vois déjà avec les 100 personnes aujourd'hui, je n'arrive déjà même plus à connaître tout le nom des différentes personnes. Et faire plus, à quoi ça va contribuer à ce que je me sente personnellement bien ou pas? Enfin, tu vois, donc c'est tous les succès enfin, tous nos croyances de ce que notre société nous a fait croire comme un succès. Je reviens avec l'ego du Japon et d'autres, qui a questionné et de dire en suffisance. Et d'arriver à s'émerveiller, enfin, je trouve que et ça on peut s'émerveiller finalement tous dans n'importe quel dans nos métiers, sur qu'est-ce qui nous émerveille. Ouais, et là, finalement, je reviens avec ma machine à spéculoos. Désolé, je fonctionne un peu comme ça aussi. Mais en fait, j'allais potentiellement tuer quelque chose qui est merveilleux. Petit mot méthodologique, alors je vais essayer, dans les prises de parole, d'avoir un petit peu de diversité. Donc les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux. Donc je vais essayer d'un petit peu de diversifier. Tu diras qui est jeune, qui est vieux, et qui est sage, qui est homme. Tout est relatif, tout est relatif. Un plus vieux ou un plus jeune que le précédent. Ça, ce sera. Donc là, il faut plus juste pour que vous compreniez, je ferai des choix dans les intervenants. Eric, je t'en prie. J'ai du poil gris, donc il y a du poil gris, donc on peut y aller. Sur le menton et derrière moi. D'abord, merci pour votre partage d'expérience, parce que ça fait du bien d'entendre des gens qui travaillent dans d'autres secteurs et qui sont animés par la même motivation. Donc moi, je fais partie de la petite équipe qui a lancé ce projet-ci. Je ne vais pas vous faire le parcours du combattant, mais ça a été, et c'est toujours un parcours du combattant. Et la question que je voudrais vous poser, c'est, moi, quelque chose qui me reste là, c'est les renoncements qu'on a dû faire pour des raisons exclusivement budgétaires. Très concrètement, on a ici un environnement de travail qui, je pense, est confortable, avec des matériaux biosourcés et un confort de travail important. Et on avait au départ prévu que l'isolation extérieure était aussi biosourcée. Et puis pour des raisons bêtement financières, on a dû renoncer à ça et mettre une isolation extérieure bêtement industrielle. Et après tous les efforts qu'on a consentis de renoncer à ce bazar-là, purée, quoi. Enfin, moi, ça m'a coûté cher personnellement, parce que je suis fort investi dans ce projet, dans cette coopérative. Et voilà, je voulais savoir comment vous faites pour avaler des couleuvres comme ça, parce qu'on n'a pas le choix, on doit en bouffer. Mais en fait, on doit accepter de ne pas être parfait. On doit accepter que parfois on fait des marches avant trop rapides. Enfin, nous, ça nous est arrivé tout le temps et ça nous arrive encore. On fait des marches avant trop rapides et puis on se met en trop grande difficulté ou financière ou d'organisation. Et donc on fait un peu marche arrière. Mais globalement, on a une vision. Mais surtout, on n'est pas parfait. Et voilà. Peut-être que l'ensemble du bâtiment est bien et que dans 10 ans, il y aura les moyens de réisoler l'extérieur et que, voilà. De toute façon, nous, c'est vrai que parfois il y a des frustrations et puis ça se développe plusieurs années après et sur le long terme, voilà, peut-être que j'ai la chance d'avoir l'âge où je peux me dire que sur le long terme, on a avancé, on était dans le bon quand même. Va faire un tour chez Act ou chez Bessie, chez nous, puis tu verras à quel point tout ce que vous avez déjà monté, tu dis en fait oui, on se met la barre là, tu vois, et c'est pour ça qu'on se réunisse tous, ça me fait du bien, on sait qu'on avance, mais on est tellement là une espèce de point, tu vois, tu t'imagines que toi ça te met déjà dans un inconfort, et je fais partie des mêmes personnes, du même logiciel, hein, qui tu veux aller chercher tout ça, et à un moment, alors là, si on prend plus soin de nous, si on se met ces trucs-là, et si nous n'avance plus, donc là il faut revenir, et on est en train de faire une campagne là-dessus qui va essayer de coordonner, ça va être un biscuit à la fois, tu vois, et justement, parce que moi comme ça je leur disais, oui on n'arrive pas à faire ça, etc. Et elle me dit,
de l'extérieur, tout ce que vous faites déjà, et ce que vous faites déjà depuis en fait 200 ans, juste en garde, qui était déjà là. Et donc, Vous imaginez une publicité pour un biscuit à la fois. Ils ont tombé de leur chaise. Là où l'industrie en général, parce que vous en bouffiez 10 à la fois. Alors, qui prend la parole? Peut-être une dame. Non? Une question? Non? Alors, Frédéric, je t'en prie. Ouais, une petite question pour Jeanne. J'imagine que vous êtes mis en concurrence au travers de marchés publics et autres. Alors, une question et une sous-question. Comment vous situez-vous en termes de prix par rapport à la concurrence? Alors, effectivement, 90% de nos clients, ce sont des marchés publics. Ouais. Donc, c'est ou dans les écoles ou les crèches, c'est ou des crèches ou des écoles avec un PO privé, ou les communes. En gros, ce sont nos clients principaux. Et donc, eh bien, les marchés publics dans lesquels les critères d'attribution ne sont que le prix, ben, ça ne nous intéresse pas. C'est là notre renoncement. On dit, on ne va pas se battre sur le prix. Donc ça c'est pas ma la sous-question, c'était celle-là voilà. alors. Et nous, Quels sont les autres, justement, nous, on va critères? répondre aux cahiers de charges qui ont des critères d'attribution qui sont le prix, parce que c'est important, ça fait partie de l'accessibilité à tous. Ça n'aurait pas de sens d'avoir un repas scolaire qui ne soit accessible qu'à limite, hein. Ça, il n'en est pas question. On nous l'a déjà demandé. Hein. Nous, on voudrait pour la moitié des élèves. non. Oui. Ils font 2 cours de récré. Non, ils proposaient un repas pauvres bio élèves, et un repas pas cher. Ah, j'ai dit non, moi je ne fais que un Les type. pauvres enfants. Enfin, voilà. Ceci dit, les 2 cours de récré, ça existe. Voilà, oui, il y a tout. Dans les Hein, collèges. voilà. Et donc, Oui, il y a le oui, prix, mais il y a aussi des critères de durabilité, des critères de sensibilisation, des critères d'approvisionnement, etc. Et donc, maintenant, dans les marchés publics auxquels on répond, il y a 5-6 critères différents. Et donc, on est évalué sur l'ensemble des critères. Évidemment, ça a été un travail aussi, une sensibilisation des pouvoirs publics avant qu'ils le fassent. Et cette sensibilisation-là a été faite à Bruxelles beaucoup par les pouvoirs publics, beaucoup. L'IBGE a beaucoup travaillé sur les marchés publics, la Fédération Wallonie-Bruxelles aussi, plus sur l'aspect santé, mais l'aspect santé est important aussi. Et ça a commencé à percoler un peu partout en Wallonie progressivement. Mais parfois, nous aussi, on explique à certains de nos futurs clients comment intégrer des critères durables dans leur marché. Et ça, c'est un levier très important. C'est vraiment un levier important. Oui. Et ça invite finalement à mettre en place peut-être une autre comptabilité en triple capital et d'autres indicateurs, pour autant que les pouvoirs publics, les PO, jouent le jeu complètement. Et du coup, les PO, dans le marché public, nous obligent à faire un rapportage sur les critères chaque année. Donc, on a déjà pris l'habitude de faire des rapportages de nombre d'heures de sensibilisation, de pourcentage de bio, pourcentage de circuits courts, de pourcentage de frais dans les menus. Donc on a déjà de nombre de formations. Enfin voilà, on a déjà l'habitude de faire un certain rapportage qui n'est pas que financier. Le rapportage financier, c'est le CA. Et ça, pour continuer sur le rapportage, reporting, nous on a aussi, comme on a mis maintenant ces 3 piliers, hein, les 3 P, People, Planète, et on a remplacé le profit par biscuit sinon. Et on a toute notre stratégie, tous les projets qu'on fait sont greffés là-dessus. Et du coup, première fois qu'au conseil d'administration, qui est actuellement composé que de notre famille et d'un premier externe, mais vocation à grandir, on a fait le reporting sur tout parce que ces 3 dernières années, on a commencé à mesurer, un peu compter. On n'avait jamais fait ça. Et on a utilisé comme framework, comme Canva, Bicorp, entre autres, qui a été un premier. Il y en a pas mal d'autres. Il a ses limites. Il est en train de changer, d'évoluer vers une nouvelle version. Mais en tout cas, il a le mérite de nous avoir forcé à mesurer. Donc du coup, on a présenté, ok, ça c'est le premier pilier. La finance, on sait que c'est plus nécessaire. Voilà ce qu'on a fait, toute la partie environnementale sur les OG, tout le social. Et je trouve que c'est beaucoup plus riche, quoi. Et donc du coup, on en vient avec ce truc de société à mission dans lequel on est tous les deux parties prenantes avec Kayad.
où l'objectif, c'est d'aller vraiment mettre dans les statuts, parce que Bicorp te demande juste d'aller mettre une phrase comme quoi tu dis, bah oui, c'est pas que le profit, mais tu t'engages pas sur des engagements. Là, il faudrait aller les nommer, hein, dire je vais aller travailler sur ça, ça et ça et ça, et ça devient vraiment au cœur de la machinerie. Et ça, je trouve ça génial, quoi. Et là où, justement, le pouvoir organisateur a un levier pour favoriser, ça c'est peut-être plus compliqué. Pour chez nous. Ouais. Nous, c'est exactement l'enjeu, parce que moi, aujourd'hui, je me rends compte à nos clients qu'en plus, au départ, on ne communiquait pas trop là-dessus, ils ne savent rien du tout, quoi. Et une fois, je suis arrivé juste, ah tiens, spéculose, farine régénérative. C'est ça. Qui sait déjà des différences entre le bio, pas le bio, le conventionnel. Et puis je m'étais dit, on va être un peu pédagogique, didactique. Donc on avait été filmé dans du champ, toutes les choses, etc. Mais je dois changer mon fusil d'échelle et arriver avec des messages plus simples et avoir après la profondeur pour ceux qui veulent. Mais on part un peu comme toi en mission d'éduquer nos propres consommateurs, nos clients. Et donc on va, le mois de septembre, travailler sur partager des faits. Donc on s'est dit, donc on parle de notre vision du manifeste, on a créé un manifeste et on a eu cette campagne à Muscle Laval et on arrive maintenant on va arriver avec un saviez-vous, très ludique, très simple, et on travaille avec une agence de com là-dessus qui va être, saviez-vous que par exemple trouver du sucre bio en Belgique est actuellement impossible, pourquoi, etc. Nanana. Et on va essayer de ramener tout ce dialogue avec une mascotte aussi un peu de manière ludique, sur le packaging, sur des choses pour susciter et parler. Tu es clairement dans l'exnovation. Tu remets en question les croyances existantes, les pratiques existantes, les modes existants, en questionnant. Ouais. Oui. Ah, j'étais sûre que j'allais l'avoir parce que je oui. pas. Je reviens à toi après. Je reviens à toi juste après. Moi, je travaille pour la Ceinture alimentaire liégeoise, qui est une association qui existe depuis 12 ans et qui essaye de travailler sur la transformation du système alimentaire sur le territoire liégeois. Je représentais encore la Ceinture hier, où on avait listé toute une série de gros chantiers il y a 12 ans. On est dans les mêmes problématiques toujours 12 ans plus tard. Hein. Je veux dire, il y a très très peu de choses quand même qui changent sur le terrain. On est toujours face à une précarité des producteurs, à une aide alimentaire qui augmente encore, à des modèles économiques super faibles. Enfin, les coopératives ou les épiceries locales sont tout un peu en train de s'étrangler. Enfin, je veux dire, on n'est quand même pas dans un système joyeux, même si il y a quand même beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, beaucoup de beauté, mais c'est quand même un système extrêmement fragile. Et en parallèle, à la Ceinture, on a toujours essayé de travailler avec plutôt que contre, hein, donc avec le pouvoir, les autorités publiques, avec toute une série d'acteurs. On a mis en place un conseil de politique alimentaire où là, on s'est tourné aussi, par exemple, vers les supermarchés, etc. Et donc, on rentre en dialogue avec eux. Et ce qui est intéressant, c'est, là, dernièrement, vous avez vu que Cora fait faillite, les hypermarchés, tout le modèle est remis en question, etc. Et on se dit, on est vraiment dans une période alors de gros changements, d'exnovation peut-être pour tous ces acteurs-là, en fait, que ce soit les gros hypermarchés, mais aussi comment est-ce que le secteur des circuits courts peut s'outiller et vraiment prendre ça comme tremplin pour aussi se transformer et ne pas de nouveau, pas rater la balle, quoi. Enfin, vraiment essayer de se positionner comme un acteur plus fort, moins de niche et vraiment prendre sa place parce qu'on reste toujours extrêmement minime, quoi. Minime, fragile. Et d'un gouvernement à l'autre aussi avec des moyens qui fluctuent totalement et un soutien très différent. Donc, là, il ne fluctue plus là. Pardon. Là, il fluctue plus. Il tombe à zéro. J'aimerais bien quelqu'un qui réponde à la question. C'est ce que Georges dit et c'est ce que nous travaillons avec Farm for Good que tu dois certainement connaître. Et quand on parle, on arrive à se projeter aussi, parce qu'on est une entreprise générale. Je vois qu'ils sont le temps long et on est, comme disait Georges, dans les 20-25 ans, ceux qui travaillent comme avant, ça ne marchera plus et on viendra acheter des gens qui auront pris soin, qui sauront encore cultiver des choses dans leur terre là maintenant, qui sont aujourd'hui des
Moi, je trouve que c'est... Mais dans 10 ans, il n'y en a plus. Oui. C'est ça en fait le problème. Quand on voit tous ceux qui ont plus de 55 ans, enfin, et tous les plus petits en fait qui se lancent et qui épuisent au bout de 5 ans, il y a vraiment une question à se demander qui va encore pouvoir produire notre alimentation demain. Et je veux dire, politique ne s'en empare pas du tout. Les budgets défense augmentent. Alors nous, on essaie de travailler sur la question de la sécurité justement alimentaire du coup, en disant est-ce que vous intégrez ça dans votre politique ? Qui va devoir intervenir demain s'il y a à nouveau une crise sanitaire ou peu importe, et que les supermarchés sont vidés en 48 heures. Je pense que ce qui est intéressant, qui annonce la stabilité de l'alimentation. c'est de reconstruire des nouvelles filières. C'est de reconstruire des réseaux, des maillages, des filières. Et donc là-dessus, je pense que c'est vraiment la démarche que je sais sur laquelle vous travaillez. Je sais pas, vous en avez un tout petit peu parlé, est-ce que vous voulez un peu approfondir comment vous parvenez à reconnecter des filières et trouver des partenaires qui, quelque part, adoptent un petit peu des pratiques analogues aux vôtres et qui rentrent un petit peu dans vos modèles. Mais en intégrant la question du prix, parce que voilà, ça aussi. quand tu analyses les filières et que tu essayes d'être dans la qualité, à un moment donné, tu débouches très vite sur des prix hors marché. Ou hors marché actuel, on sait bien que c'est le marché futur. Voilà. Si tu sélectionnes. Exactement. Il y a aussi l'occupation du panier de la maison. Enfin, ça fait popcorn, on peut, il n'y a pas que... C'est débat. Non, mais c'était intéressant. Ça fait vibrer une corde sensible le fait de requalifier la sécurité alimentaire en disant ok, l'îlot européen, on est 500 millions sur un table, qu'est-ce qu'on fait si les Russes attaquent, point de vue bouffe, point de vue énergie. J'essaye le même vecteur avec quelqu'un que tu connais, Thibaut, sur l'énergie. On essaye aussi ça, de ne pas attaquer justement par le prix et peut-être considérer que dans le cadre des récits futurs qui pourraient arriver très vite, c'est-à-dire j'espère l'usure de Trump débouchée et tout ça, ils vont tellement dans l'outrecuidance qu'à un moment donné, peut-être qu'ils sont les meilleurs moteurs avec les dangers que ça comporte à demain, comme faire un an, etc. Je ne vais pas réinventer le truc, mais se dire, finalement, il y a aussi quelque chose qu'on va devoir laisser. Est-ce que je veux plus d'intelligence artificielle ou de la meilleure bouffe? Et peut-être qu'à un moment donné, oui, le prix, ça coûte plus cher. Oui, enfin, si je consomme 2 fois moins, je peux acheter plus de ça. Et je prends la priorité sur autre chose. Peut-être que c'est des dilemmes qui vont être à la porte de beaucoup de gens qui ne sont pas ici, qui se foutent éperdument de nos échanges, mais à un moment donné, face à l'urgence, d'abord manger, ensuite le gadget. Et peut-être que ça va se recentrer. Donc peut-être en effet que le tissu que vous êtes, je ne crois pas que ce sera 10 ans, ni 25 ans. Je pense qu'on parle d'années. Tant qu'à faire l'urgence, on ne bouge pas, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Pour le petit exemple, moi je peux partager l'autre exemple qui fonctionne actuellement hyper bien, c'est celui avec Farm for Good. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une coopérative qui la vocation numéro 1 à la base, c'est peut-être d'aider les agriculteurs à passer dans des modèles agroécologiques. Et elle est assez stricte sur ce bio et puis régénératif. Parce qu'il y en a qui... Le mot régénératif est un peu un fourre-tout aussi aujourd'hui, où il y en a qui en abusent. Et du coup qui enlève toute une série de pratiques qui étaient le minimum déjà avant. Bref. Et donc, ce qu'elle nous a expliqué, donc ça c'était sa première mission. Elle s'est rendue compte qu'elle avait des gens qui faisaient des super produits et qui coûtent en effet plus cher, un peu plus cher, et qui elle ne savait pas les vendre. Et donc elle crée cette logique de filière de regrouper toute une série d'acteurs et de faire le lien très direct, nous, avec eux. Donc moi, on se reconnecte de plus en plus avec des gens avec qui... Enfin, je sais que je ne vous ai pas partagé ça, mais moi, naïvement, je pensais que notre farine, je disais, elle vient de Bruxelles. Je disais ça tout le temps quand les gens venaient visiter chez nous. C'est le moulin à Villevorde, les Bruxellois, notre farine. Bon, en tout cas, les grains doivent venir... je sais qu'on ne cultive pas... Et puis, en fait... j'ai découvert avec la bière, des grains de partout. Enfin bref, je ne connaissais pas tout ça. Enfin, tu vois, en tant qu'entrepreneur, tu as déjà tellement de choses à essayer de faire. Juste avancer ton truc. Je vous ai partagé sur le marketing, la communication pour faire survivre, que les matières premières, c'est les mêmes fournisseurs avec qui on travaille depuis toujours, qui sont fait racheter par des gros, qui ont perdu sur ces dernières décennies. Hein, parce que, et alors là, nous, du coup, le lien, moi, le jour où j'ai été mettre les pieds dans un champ, c'est là que j'ai eu émotionnellement quelque chose qui m'a montré une terre morte, une terre vivante, c'est très basique, un trou de 1,50 m, et de comment
système racinaire fonctionnel. C'est une simplicité, hein, mais d'une efficacité. Là, tu mets n'importe quel ministre, tu lui expliques ça. Quoi Non. Pour revenir sur tout ça pour terminer sur l'argument du prix, le fait aujourd'hui signer main dans la main un contrat sur du long terme avec un agriculteur en disant via cette coopérative, on s'engage nous pour du long sur ça, c'est en train de créer des mouvements et de plus en plus et en plus on arrive à s'assembler du coup à nous à trouver, on a quelqu'un tout à l'heure qui était chez nous qui s'appelle Jean-David qui travaille et pour Blister et pour Copain, etc., qui fait un peu le rôle d'acheteur pour l'instant, qui dit attends, je suis en train de centraliser des volumes, comme ce que je disais, pour garantir qu'on va aller. Et là, aujourd'hui, renoncement, enfin une grosse question de renoncement, pas renoncement, on est sur du beurre bio. Impossible de trouver du beurre bio belge à l'heure actuelle depuis 6 mois. Ça n'existe pas. Notre beurre bio vient du Danemark, à 14 € du kilo. Et mon frère, tout content, il y a une semaine, me dit j'ai trouvé à la laiterie des Ardennes du beurre bio à 8 €, ou je ne sais plus, bref, on garde. Et puis en fait, il raconte que c'est pas possible aujourd'hui, on doit s'engager dans les volumes qu'il va pouvoir nous délivrer dans l'année prochaine. La question qu'il pose tout à l'heure, c'est est-ce qu'on passe momentanément sur du conventionnel? Parce que faire venir du Danemark, parce que ça a du sens pour un intégration pas, pour mettre cet argent-là, pour le mettre diversifier dans les autres acteurs qui aujourd'hui, enfin, bref. Ouais, tu peux peut-être trouver un agriculteur qui n'a pas la possibilité d'avoir le label bio, mais qui fait quand même des trucs de qualité localement. Exactement. Et tu peux t'en donner, je sais pas que tu l'as rencontré d'ailleurs, on dit en passant. Bernard, ouais, voilà. Oui, alors là, il y a des rencontres, mais c'est deux milieux qui ne se côtoyaient pas, des transformateurs et tout. Moi, je vais à la foire du Libramont pour la première fois de ma vie cette année, et tu sens qu'il y a des choses qui se tissent. Alors c'est petit, mais symboliquement, des gens comme Copain, eux, ils arrivent à passer à l'échelle, parce que nous, des artisans, mais eux, leur ambition, les copains qui font ce pain, ils font quelques compromis, hein, c'est pas encore tout. Mais je pense que pour pouvoir, si tu es trop puriste, tu n'arrives pas non plus. Enfin, je sais pas, il y a des questions à ce niveau-là. Mais Bernard, il est arrivé il y a 2 semaines chez nous, dans notre atelier. Donc, c'est un agriculteur qui fait du lait, des yaourts en bio, la ferme du Tambourin. Ferme du Tambourin. Et déjà, il n'arrive pas à acheter des vaches pour l'instant, etc. Il a racheté, hein. Quoi? Tu n'as pas envoyé la vidéo avec les vaches? Ah oui, les vaches sont arrivées, mais il faut les S'il n'y a pas de vaches, je crois qu'il n'y a pas de vaches. Alors les vaches sont là. Je ne connais pas, mais. Il a réussi à trouver une combine pour les préfinancer pour l'instant. Alors, j'ai pas de ferme, j'ai pas de vache, mais par contre. Je vous passe le message. Vous pouvez adopter une vache pour 2500 €. La ferme du Tambourin, c'est Bernard. Et donc il arrive avec du lait chez moi, parce que je dis attends, mais non, je vais avoir du lait, peut-être qu'on peut faire des glaces avec mon lait. Je dis ben oui, évidemment. Donc il arrive avec son lait de baraque, son truc, bon, on fait le test et on se lance. Tu as plein d'agriculteurs comme ça qui font des bonnes choses, mais qui ne peuvent pas se payer un label. C'est trop cher, c'est trop compliqué. Et ils se font rayer des chaînes de valeur à cause de ça. Et c'est pour ça que travailler sur les filières, c'est vraiment essentiel. Et se connecter localement avec des acteurs comme ça, et travailler sur des filières, c'est vrai. Et je vais vous donner un autre exemple, c'est normalement pas moi qui parle, mais c'est un point important. Vous connaissez peut-être Sol Capital, qui est un groupe qui essaie d'accompagner la conversion des agriculteurs vers le régénératif. Et ils ont une façon de rémunérer les agriculteurs comme ça, avec une prime carbone qui augmente le stockage du carbone dans le sol en recréant du vivant dans le sol. Mais ils ont aussi travaillé sur des primes de filière. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, et c'est ça que la personne dont tu parlais qui coordonne les achats peut vraiment être important. Ils ont, en discutant avec des brasseurs, en fait, les brasseurs ont estimé qu'ils pouvaient se permettre, en termes de coût, une différence de 20 centimes au litre d'augmentation de coût de revient, enfin de prix de revient. Et ces 20 centimes, quand ils les allouent à la filière céréalière, ça se traduit à 50% d'augmentation de prix de la tonne de céréales. Alors vous comprenez bien qu'à ce moment-là, celui qui passe en régénératif, il peut avoir une prime de filière importante. Et c'est pour ça que j'insiste sur cette approche d'essayer de se connecter avec des filières, avec des réseaux, pour pouvoir retisser tous ces liens. Parce que les solutions peuvent se trouver. En fait, nous, nos fournisseurs, ce sont des partenaires. Oui. Donc,
quand tu dis qu'il faut 1 an pour trouver le bœuf bio, mais c'est pas beaucoup. Ça va, enfin, 1 an, c'est vite passé, donc il faut pouvoir aussi être patient, donner un signal, donner la possibilité au producteur d'adapter sa façon de faire pour que ça corresponde à tes volumes, à tes besoins. Et donc, les créations de filières, ça met des mois, parfois des années. Voilà. Et une donc, fois que c'est lancé, ça peut durer aussi une décennie ou même plusieurs générations. Oui, tout à fait. Et ça devient des partenaires, ça devient des partenaires vraiment de l'entreprise. Et donc, et on va les visiter, nos cuisiniers vont chez les partenaires. Enfin, il y a un échange qui est vraiment Et ben voilà. Et ça, c'est vraiment très gai. Et tu recrées de la confiance. Et quand tu dis d'aller sur une terre, c'est intéressant, mais moi, j'en ai les cuisiniers. Tu avais la main tout à l'heure, et puis je viens chez toi après. Merci. Oui, c'était une question que j'avais pour Mme Collard. Donc, ici, à Liège, grâce à la ceinture alimentaire, il y a vraiment ce conseil de politique alimentaire qui s'est mis en place. Et donc, il y a une série d'acteurs, de cuisine de collectivités qui se réunissent régulièrement pour discuter d'une série de choses. C'est des cuisines de collectivités qui viennent vraiment de différents horizons. Et donc, ça, c'est intéressant. Ils discutent. Et ils discutent et ils voient, entre autres, comment en effet diminuer la protéine animale dans les aliments. Et c'est vite des gros volumes, forcément. Ça, c'est très intéressant. Mais ça reste des cuisines de collectivité. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de gaspillage. Et vous parliez de 800 tonnes par an de produits biolocaux, est-ce que ça veut dire alors que ça fait 250 tonnes de produits biolocaux qui sont gaspillés? Ça veut dire que c'est de vraies questions. Et donc, ce qu'on a aperçu quand même, grâce à la ceinture alimentaire entre autres, c'est-à-dire qu'il y avait quand même un intérêt à avoir un vrai contact entre les mangeurs et ceux qui cuisinent. Et je veux dire que dans les cuisines bio-locales que moi j'accompagne dans une haute école ici à Liège, il n'y a pas de gaspillage. Très très peu. C'est minime. Et donc il y a peut-être une vraie question aussi en termes d'exnovation à se poser dans votre modèle. Et est-ce que vous la posez? C'est-à-dire avoir un plus grand regard, une plus grande exigence par rapport à vos clients sur la façon justement dont ils distribuent ce que vous produisez. Parce que peut-être que ça aussi, ça pourrait être un pas supplémentaire dans cette direction-là. Se dire, si jamais les préposés nourriture en fait ne font pas le jeu, ne servent pas la soupe qui leur est livrée, font ça dans des conditions exécrables qui fait que les enfants en fait ne mangent pas tout parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que c'est bruyant, parce que c'est... est-ce qu'il n'y a pas là quand même encore un maillon, je dirais, à travailler, et avec la force de frappe que vous avez, peut-être que vous pourriez vous positionner là-dedans. Voilà, mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec les clients sur le gaspillage. Enfin, on travaille en interne aussi sur le gaspillage alimentaire, donc on a des programmes qui calculent au gramme près ce que chaque cuisinier doit préparer, ce qu'on envoie dans chaque école, etc. Mais parce que c'est vrai d'autant plus, mais de toute façon, mais d'autant plus quand on travaille bien un produit, que c'est un produit qui a beaucoup de valeur, quand on le jette, ça fait mal. Hein. Et donc, on a toute une série de plans d'action, dont notamment former le personnel de service, souvent un personnel qu'on oublie, parce que les enfants, quand c'est bon, ils mangent. Même s'ils n'ont pas l'habitude, au début c'est difficile, mais au final, les enfants ils s'adaptent, ils sont jeunes et ils s'adaptent. Ceux qui s'adaptent le moins, c'est peut-être le personnel de service, parce qu'ils ont tout leur historique, leur habitude d'alimentation. Et donc on fait beaucoup de formation avec le personnel de service. On forme aussi nos cuisiniers à bien cuisiner les produits, parce que qu'est-ce qu'on a tendance à jeter plus, c'est les légumes, hein, parce qu'ils ne sont pas bien consommés. Et donc on forme aussi nos cuisiniers à bien cuisiner les légumes, à ce qu'ils soient aussi savoureux que la viande, parce que normalement dans une assiette, c'est la viande qui a le plus de goût, qui est plus savoureux, mais voilà. Donc on a toute une série de plans d'action pour diminuer ce gaspillage, et donc ça on y est assez attentif. Et donc un des plans d'action, c'est de mesurer ce qu'on jette tous les jours. Et donc chez un de nos clients, un de nos clients chez qui on sert 9 écoles différentes, donc à Autigny, Louvain-la-Neuve, il y a 9 écoles qu'on sert tous les jours depuis 2011. On pèse le gaspillage. Et donc, ça nous permet
faire le curseur quand on compose les menus, de voir quel menu a bien plu, qu'est-ce qui a moins plu. Donc c'est complexe, enfin, voilà, ça prend beaucoup d'énergie. Et de toute façon, il y a un niveau en dessous duquel on ne sait pas aller. Je pense qu'on est à 5-6% de gaspillage globalement. Et en dessous de ce curseur-là, on ne sait pas aller parce que sinon, il risque de ne pas avoir assez. Hein, voilà. Parce qu'il y a d'autres facteurs. Il y a des facteurs environnementaux. Quand il fait beau, les enfants, ils ont envie de jouer dans la cour de récré, ils n'ont pas envie de manger. Hein. Donc ce jour-là, il y a plus de c'est presque ça. Donc voilà, quand ils n'ont qu'un quart d'heure pour manger, oui, dans certains réfectoires, ils n'ont qu'un quart d'heure pour manger parce qu'il y a 4 services, tac, tac, tac. Ben oui, il y a beaucoup de gaspillage. Mais là, nous, on ne sait rien faire. C'est un peu le pouvoir public. En fait, le repas scolaire, enfin voilà, on devrait agir sur parce que le repas scolaire est un temps non pédagogique en Belgique, ce qui n'est pas en France. J'ai une sous-question, merci pour votre réponse. J'ai une sous-question. Donc, vous dites que vous allez venir ici au hub circuit court à Liège. Je trouve qu'il y a aussi une grande notion qui est celle de la coopération avec le territoire. Parce que, enfin, voilà, pas réfléchir en silo, hein, je vous parlais de ce moment un peu de rencontre et de discussion. Et un acteur, je dirais, central dans ce hub, c'est la ceinture alimentaire. La ceinture alimentaire ne pourrait-elle pas être un partenaire, je dirais, de choix dans cette sensibilisation sur justement ce dernier maillon? Enfin, je le dis de façon tout à fait sérieuse parce que la ceinture alimentaire compte sur des pouvoirs publics et aujourd'hui, je crois qu'elle doit vraiment pouvoir se diversifier puisqu'en réalité les pouvoirs publics s'amenuisent complètement. Est-ce qu'il n'y a pas là une solution pour aller un cran plus loin, je dirais, avec les partenaires locaux qui ont fait en sorte que en fait, le terreau soit fertile à Liège pour venir s'implanter? Voilà. Et donc, on a déjà beaucoup travaillé en amont avec la ceinture alimentaire, on se connaît bien. Oui. Mais je dis ça de façon vraiment... il y a un enjeu tout à fait économique derrière aussi. Sous-traiter le service, sous-traiter l'accompagnement. Voilà. Il y a un truc là qui doit, je trouve, à un moment donné, basculer dans notre manière de considérer l'associatif qui est là et qui est non solvable et qui, de toute façon, va tout faire pour que tout se passe bien. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas réellement, je dirais, une conjonction pour tirer sur la même corde, quoi, et que le territoire subsiste et pas simplement les acteurs commerciaux, quoi. Mailler en dehors du réseau économique, mais aussi du réseau de Exactement. C'est une vraie question. C'est sûr que voilà, si on met une cuisine à Liège, c'est parce qu'il y a le hub, c'est parce qu'il y a Terra Alter, la légumerie qui s'installe, que TCO Service est pour le moment le principal client de Terra Alter, et donc ce réseau, ce maillage est très important. Oui, c'est tout à fait... Effectivement, c'est important de travailler en réseau et de se soutenir l'un l'autre. Ouais. Une dernière question pour Michael. Ok. Je ramasse mon truc, mais c'est un petit lot. Et alors, il y a 2 suggestions et 2 questions. Donc, en fait, moi, je suis pas non plus un entrepreneur. Je travaille pour une association qui s'appelle RCR Carré, Réseau de collectifs en recherche de résilience. Donc, on soutient plutôt des potagers collectifs, des Repair Café, voilà, des actions comme ça. On est dans un cheminement où on se dit, tiens, si on rendait des petites poches de territoire donut compatibles, et pour faire ça, comment est-ce qu'on pourrait éventuellement faire collaborer des entreprises dans d'aussi chouettes perspectives que les vôtres, ou des administrations, ça existe encore, qui ont aussi des projets de avantages. Voilà pour la présentation. Je me disais, c'est juste, je suis anthropologue de formation, une réflexion pour après, c'est dans cette logique accumulative de l'animation, je me disais, est-ce que c'est pas très sédentaire? J'ai lu un super bouquin qui s'appelle Âge de pierre, âge d'abondance, et qui montre par exemple que les nomades, ils n'accumulent pas, parce qu'il faut porter. Donc en fait, ils vivent comme, à quel soulagement d'avoir toujours ce qu'il faut avec nous, parce qu'il va tout falloir porter. Donc c'est peut-être aussi pour réfléchir à des glissements culturels, même si on ne va pas... j'imagine, cesser d'être sédentaire. Ma question, une question que j'avais, c'était êtes-vous déjà partiellement robuste? Et pour être un peu précis, je me disais, tiens, est-ce que parfois, il y a une crise de votre secteur, il y a un truc qui se passe, et vous, à cause de la manière dont vous fonctionnez, vous le sentez moins, ou vous ne le sentez pas, ou des choses comme ça.
je me demandais si vous valorisiez, pour vous parler de ce problème de transmission, je me demandais si par exemple vous valorisiez à l'engagement, l'attachement à vos valeurs. Je me disais, en tout cas, c'est peut-être une piste, c'est de se dire engager des gens de voir que ça fait partie des soft skills que vous adoptez, que vous engagez, quoi. Et alors, je voulais savoir aussi, en parlant de la difficulté parfois à être bio à cause du prix et de toute la lourdeur, vous savez, est-ce que vous avez déjà pensé, dans le réseau des GAZAP, ils font tourner un système qui s'appelle le SPG, Système Participatif de Garantie. Donc, c'est des citoyens qui vont visiter les producteurs, et donc c'est plus lourd, c'est léger, ça fait du réseau, voilà, c'est moins lourd administrativement et moins cher à mettre en place. J'ai dit un peu. Vous prenez ce que vous voulez, je n'ai pas besoin de réponse. Est-ce que vous êtes déjà robuste? Donc, est-ce que votre secteur a des problèmes que vous sentez moins? Je suis en train de travailler sur cette question. Moi, je suis animé par cette question de la robustesse qui, pour moi, est un prérequis pour être une entreprise à visée régénérative, qui aura un impact positif net, et ce serait le Graal total de ce qu'on voudrait tendre. Je pense qu'elle doit avoir dans son ADN, chez nous, pour être là quand même 200 ans après, il doit y avoir quelque chose d'assez robuste. Et je me demande si c'est le fait d'être resté petit aussi, tu vois, pas d'être devenu un hyper colosse, et de travailler aussi sans optimaliser en permanence. Donc là, je dois faire attention de ne pas casser peut-être des éléments de robustesse qui étaient présents dans notre ADN, qui nous ont permis de traverser, des guerres mondiales. On a traversé d'une chose, on a réussi, et ce que je me dis là maintenant, si on doit passer, si on passe un peu dans les scénarios pas bons, là, qui sont quand même là devant notre nez, on passerait d'une offre de la demande à nouveau une offre de production, aujourd'hui, demain. Moi je pourrais transformer mon atelier, comme je n'ai pas une ligne, à faire du pain, je veux faire des choses, m'adapter avec des besoins. Et on est en train, et je trouve ça très pertinent la question, d'essayer d'adapter, on en parlait avec certains d'entre vous juste avant, ce serait quoi des indicateurs robustes? Donc moi je te parle juste d'intuition comme ça, mais on a envie d'aller les nommer et de les suivre, ceux-là. En tout cas, ça nous anime beaucoup, ça, parce que il en a parlé, Georges, Olivier Hamon, et je trouve que c'est assez fou comme aujourd'hui, je trouve que c'est un mot qui est en train de résonner chez beaucoup de monde. Et dans ce monde hyper fluctuant aujourd'hui, comment tu restes stable? J'adore, moi, cette question-là. Oui, la robustesse, encore. L'alternative à la performance. Et la question d'aller travailler avec une filière, on en revient, pour moi, c'est méga robuste, quoi, parce que c'est pas fluctuant avec le prix de la bourse peut se cracher, on s'est encore échangé, quoi. En fait, travailler avec les circuits courts, on augmente notre robustesse. Et moi, je l'ai vraiment vu après le Covid, au début de la guerre en Ukraine. Certains prix ont flambé en conventionnel, ont doublé, ont triplé. En circuit court pas, puisqu'ils font déjà le prix juste. Et donc, ils ont eu quelques intrants supplémentaires qui a fait un peu gonfler leur prix, parce que, voilà, certains... Mais comme ils ont peu d'intrants en bio et en circuit court, eh bien, le fait d'avoir 75% de produits en circuit court, ben, on a beaucoup mieux résisté que... depuis le Covid, on est bien plus rentable depuis le Covid parce que les conventionnels ont fortement augmenté. Il y a eu des ruptures de stock de certaines denrées conventionnelles qu'il n'y a pas eu en circuit court. Et donc, notre huile n'a pas flambé parce que nous, on ne consommait pas l'huile. Enfin, voilà. Et donc on est robuste. Et puis quand même, les 2 années de Covid, on est arrivé à passer à travers parce que quand on est une petite entreprise, on se met ensemble, on se dit... Qu'est-ce qu'on fait? On est créatif, on avait plein d'idées et on est plus agile, on était agile. Donc quand on est agile, ben, quand il y a une crise, ben, on arrive à se faufiler et à trouver voilà. Donc au niveau de la robustesse, on fait plus de circuits courts, plus de bio, plus en lien avec les producteurs, plus à l'écoute de la difficulté qu'ils ont en cas de crise, et bien on est robuste ensemble, en fait. On n'est pas robuste tout seul, on est robuste avec nos parties prenantes. Je pense que ça me fait penser à tout du packaging chez nous, dans les autres acteurs
des chocolatiers classiques, ils font tout faire en Chine, et nous on fait tout ici à proximité. Donc oui, ils n'arrivaient plus à avoir des boîtes, ni des sacs, ni toute une série de choses. Avec le Covid, c'est un élément très... l'imprimerie, elle est à côté de chez nous, quoi. Pour en citer qu'une. Donc c'est tous des exemples qui, je pense... Beaux exemples. Quoi? Très beaux exemples. Et alors, là-dedans, moi j'aime beaucoup, parce qu'avant qu'il arrive à la robustesse, il parlait de l'incohérence. Et du coup, chez moi, j'essayais de toujours tout lier. Il y a des choses qui en fait, dans ce qu'on fait dans les produits, j'essayais de chercher une cohérence. Et je me dis, en fait, maintenant, je vais essayer cette incohérence dans les différents canaux de vente qu'on a, les différents produits qu'on fait, etc. Et je peux te donner un exemple avec les circuits de distribution ou l'endroit où on est présent. Et au Covid, par exemple, on a dans le centre-ville, tout d'un coup, ça s'est arrêté. Mais, du recta, parce que c'était lié au secteur touristique, on ne s'était jamais rendu compte que on dépendait de ça. Et une chance que là, on avait été avec tous nos petits magasins locaux, parce qu'à la base, on n'a pas une vocation à se mettre dans des flux touristiques. Et avec un autre business model, entre guillemets, et qui était complètement différent, et qui nous a permis de survivre pendant de nouveau cette période-là. Et du coup, aujourd'hui, le local est un peu plus compliqué. Sinon, il y a de plus en plus de trafic sur Bruxelles qui ne sont pas très positifs. Ça nous arrange pour l'instant, mais il y a peut-être de nouveau des voyages. Et moi, j'ai des plans de projection parce que nous annonce Bruxelles s'reporte pour les années à venir. Bref, donc l'incohérence aussi, d'être finalement dans différents trucs, dans différents endroits, et différents types de produits, différentes choses, permet pour moi une certaine robustesse. Et si tu travailles à petite échelle, tu peux... la diversité, et tu peux le faire. Tu vois, on a mis on fait du pain, on fait des choses, et je pense que tu pourras activer du coup... Et si tu cherches à la performance pour toujours être sur le registre avant, ou tu dois aller sur une ligne, vas-y pour changer ta ligne un jour, Bien. Et avant peut-être de rapidement vous parler des possibilités de prolongement, je laisse peut-être Pierre faire un petit mot de clôture. Ouais. Et en tout cas, je t'en prie, vas-y. Merci à vous deux d'abord et à tout le monde. Moi je voudrais juste peut-être pointer deux éléments pour clore cette discussion et un peu renouer avec le contenu tout à l'heure aussi en partie. Et peut-être pour réagir à certaines réactions qui ont été apportées. J'ai entendu notamment parler de cette idée que quelque part ça allait s'effondrer, qu'on allait arriver vers ça et que ce sera la bonne solution bientôt, très bientôt, etc. D'un point de vue systémique, je n'y crois pas. Ça ne fonctionne pas comme ça, notamment pour un petit mot joli dans les systèmes, c'est l'homéostasie. L'homéostasie, c'est l'équilibre des systèmes. On peut appeler ça la résistance au changement si on veut. C'est un principe inné et naturel des systèmes. Et donc il est logique que le régime qui est en train peut-être de se sentir challengé, mourant, etc., sa propriété naturelle, en plus il y a de l'intentionnalité évidemment qui est derrière, mais on peut la comprendre, c'est de ne pas mourir, c'est de résister. Et donc d'avaler les innovations, d'avaler les circuits courts, d'avaler ceci, etc. Donc il faut être très vigilant sur la manière dont on voit les innovations et la manière dont on laisse les innovations, enfin on autorise aux innovations de devenir, en fait, et là où elles se dirigent. Et donc ça questionne, en fait, c'est les schémas que j'ai présentés aussi sur la manière dont on questionne une innovation, si elle est transformative ou pas. Et à l'inverse, ce qui m'a extrêmement réjoui, c'est que j'ai entendu ici, cette question du maillage et du tissage qui se met dans les circuits courts, mais dans une certaine mesure. C'est-à-dire que souvent, quand on parle de système alimentaire aussi, on voit la chaîne de valeur de l'alimentation. Le système alimentaire, c'est un écosystème beaucoup plus grand que ça. Et donc si on veut créer du changement, il faut... La question de ça, c'est faire système dans le système. Et c'est ce qui se fait avec le tissage. Il y a des nœuds de plus en plus forts qui se font. Et je pense que c'est plus une interrogation que je laisse comme ça là ouverte. Se dire comment faire plus système dans le système. Comment tisser au-delà aussi de la chaîne de valeur, pas restrictivement. La chaîne de valeur, elle est relativement, entre guillemets, linéaire de nouveau. Et il y a plein d'autres paramètres, dimensions et acteurs. C'est un modèle fractal. C'est des modèles fractals. Voilà, comment on augmente en fait la fractalité de la chaîne de valeur pour augmenter en fait le tissage et donc le système dans le système pour peut-être à un moment, parce qu'en fait la restauration ne va pas venir des pouvoirs publics. Je ne pense pas qu'il y ait de courage, ça se planifie sur du long terme, l'innovation, et il y a très peu de chances que ça arrive avec de la vision, de la planification, etc. Et donc ça va probablement venir des réseaux d'acteurs et qui doivent se mailler et se parler. Et je dis bien, hein, pas entre pairs uniquement, mais s'ouvrir aux autres aussi. Et comment on passe à échelle?
C'est ça, moi je trouve que c'est la question là. Parce que ça amène une question pour toi. Ouais, mais il y a beaucoup de questions là derrière, on est en train de clôturer. On va pouvoir en parler en buvant un verre. C'est la question. On va en parler après, mais c'est parce qu'on doit vraiment clôturer par respect pour les gens. On a bien essayé de clôturer à l'heure, mais on peut en parler après. Avec plaisir. Et l'autre point sur lequel je voulais revenir un tout petit peu, que tu as plus mentionné, toi Alexandre, mais en fait toi aussi Jeanne quelque part, c'est cette dimension de l'attachement dont je parlais dans le renoncement. Donc on est plus dans la dimension sensible. Et c'est vrai que dans la question de la sensibilisation, d'expliquer comment il faudrait cuisiner autrement, consommer autrement, moins gaspiller, c'est souvent quelque part une dimension descendante. Et l'attachement, questionner l'attachement, c'est l'inversion aussi de ce regard, c'est questionner la personne sur son attachement à cette manière de faire, à son rôle dans cette position, à cette infrastructure, à cet outil, à cette machine, et donc se mettre dans ce questionnement-là avant de questionner le renoncement et le changement. Et donc je laisse ça aussi ouvert, c'est-à-dire de changer de posture par rapport à ça, d'inviter à questionner cet attachement pour inviter du coup à questionner la possibilité d'un réattachement à autre chose.